On va voir une petite introduction avec Jean-Baptiste Loiselet. C'est un peu inhabituel, mais on aime bien, quelquefois, avant le débat, présenter une start-up d'une personne plutôt jeune. Voilà. Donc c'est un peu le cas de Jean-Baptiste. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors Jean-Baptiste est un ingénieur passionné d'aventure et de grands voyages. À sa sortie de l'école centrale de Lyon en 2004, il passe 4 mois aux îles Kerguelen pour des programmes scientifiques. 14. Qu'est-ce que j'ai dit? 4. Je me suis trompé. Excuse-moi. 14 mois. Donc 14 mois quand même. Bon, voilà. Alors il navigue ensuite pendant plus de 18 mois autour de l'Atlantique, à bord de goélettes, de l'association du Père Jaouin, avec l'objectif de réinsérer des personnes en difficulté par un mélange social. Donc ça c'est très bien. Il débute ensuite une carrière dans l'offshore comme pilote de robots sous-marins pour diverses industries, éoliennes, pétrole. Et il lance puis dirige pendant 7 ans le département ROV de Gifmar. Bon, c'est une entreprise de travaux maritimes en pleine expansion. Il aura aussi l'occasion, à la suite, de faire un voyage de 3 mois en Antarctique à bord d'un petit voilier. Et il en tirera un film. Alors, on aimerait bien le voir, ce film. J'ai des DVD là. Ah bon? Ah bon? Si vous voulez. Vous les vendez? Ah bon? Super. Je prendrai un. Voilà. Donc il se lance aujourd'hui, je crois qu'il a un peu abandonné tout le reste. Vous lancez vraiment dans ce projet Zéro Impact, en utilisant des planeurs, et il va donc vous présenter ça maintenant. Et merci beaucoup. Alors ceux qui me connaissent, enfin maintenant vous me connaissez tous un petit peu, vous savez que je suis passionné d'aventure et de grands voyages. Donc là je vais vous présenter un projet qui est un petit peu particulier, je pense, par rapport à... qui est bien dans les thématiques des conférences Centrale Énergie, mais qui est un petit peu particulier en soi. Moi je me lance dans une nouvelle aventure, c'est un projet de voyage en planeur pour voyager de manière 100% autonome et propre. Alors je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un planeur, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Un planeur, c'est un avion qui n'a pas de moteur et qui utilise que le vent pour faire de la distance, et notamment la composante verticale du vent pour monter et se tenir en l'air. Donc là on a un bel exemple de planeur, là, le DG1000 de mon aéroclub. Le même planeur en vol. Là, si j'arrive à lancer la vidéo, ben voilà. On est en vol dans les Alpes en train justement d'exploiter une ascendance pour monter. Donc pour monter, là où on a trouvé un endroit qui monte, on veut y rester. Donc pour ça on spirale, ça nous permet de rester au même endroit. Et une fois qu'on est monté suffisamment haut, eh ben, on peut aller tout droit et se diriger vers où on veut. Là par exemple, l'appareil photo est sorti, on voit juste le reflet de la verrière sur le côté. Et on est au-dessus du glacier blanc, c'est dans la barre des Écrins, juste à côté de Briançon. Ce vol-là, on avait réussi à passer au-dessus de la couche nuageuse. Je ne sais plus exactement quelle distance on a fait ce jour-là, mais je crois que c'était de l'ordre de 300 km, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'en planeur, faire 300 km dans la journée, c'est classique. En tout cas dans les Alpes du Sud, c'est assez facile. Et là, j'avais même réussi, là cette fois-ci j'étais dans un petit planeur monoplace, j'avais réussi à monter à 5500 mètres au-dessus de Briançon. Donc avec de l'oxygène dans le nez, parce que sinon il n'y a pas assez d'air là-haut. Donc on voit qu'un planeur c'est quand même une machine assez redoutable pour exploiter l'énergie du vent. Franchement je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Par contre le petit inconvénient du planeur c'est que ça décolle pas tout seul. Donc pour décoller, qu'est-ce qu'on fait en général? On se fait tracter par un avion qui va nous monter à une altitude minimale. Ou alors on peut aussi décoller au treuil. Là j'ai un exemple de décollage au treuil. Le treuil c'est quoi? C'est une bobine qui est au bout de l'aérodrome, un grand câble et le planeur de l'autre côté. On rembobine à fond et le planeur décolle comme un cerf-volant. Mais dans tous les cas, on voit que un planeur classique, ça dépend d'infrastructures au sol pour pouvoir décoller. Donc moi, mon objectif, c'est de le rendre autonome. Et pour ça, donc mon idée, c'est de prendre un planeur classique sur lequel on va mettre un moteur électrique, des batteries pour le faire tourner et des panneaux solaires pour recharger les batteries. Et alors la grosse différence avec tous les projets de vol solaire qui se sont faits jusqu'à présent, vous connaissez sans doute le Solar Impulse qui a fait le tour du monde à l'énergie photovoltaïque, mais il y en a eu plein d'autres. Mais ils se sont tous focalisés sur l'énergie photovoltaïque, à voler que avec du soleil. Et pour réussir à faire ça, il faut des machines, d'une part, qui ont eu une envergure très très grande pour avoir un maximum de surface de panneaux solaires, et des machines qui sont très très légères.
Du coup, ça fait des machines qui sont fragiles, qui sont très sensibles à la météo et qui ne sont pas du tout terrain et qui nécessitent en plus des infrastructures au sol conséquentes. Alors que là, moi dans mon cas, l'énergie principale, ça reste le vent. C'est-à-dire que c'est vraiment l'éolien qui me permet de faire la distance. Par contre, je combine ça avec un petit peu de solaire pour pouvoir décoller. Mon objectif, c'est qu'une journée de soleil me fasse un décollage. Le décollage, il va peut-être durer 5 minutes. Je vais peut-être vider mes batteries en 5 minutes. Et les panneaux solaires qui sont sur les ailes vont mettre une journée à recharger les batteries. Mais du coup, comme le bilan énergétique est totalement différent des projets style Solar Impulse, on peut partir d'une machine classique. Et ça a pas mal d'avantages. Un planeur classique, déjà c'est robuste, ça peut voler dans n'importe quelle condition météo. Le budget du projet est beaucoup plus raisonnable puisqu'on part d'une machine qui est disponible dans le commerce. Et en plus c'est tout terrain. Et quand je dis tout terrain, c'est vraiment tout terrain. Parce que là, par exemple, ça c'était cet été avec une copine, on n'avait pas réussi à rentrer à l'aéroclub, on s'est posé dans un champ avant l'arrivée. Bon alors là, comme l'herbe était haute, pas question d'appeler l'avion remorqueur pour redécoller du champ. Hein. Donc on a appelé les copains, venaient nous aider à le démonter, à le mettre dans la remorque et puis on rentre comme ça. Un autre exemple de planeur qui s'est posé dans un champ cet été aussi. En fait, si je veux schématiser un petit peu, la différence entre ce projet-là et les autres projets de vol solaire, c'est que si on prend le Solar Impulse c'est une Formule 1. Et moi, mon planeur, c'est une mobilette. Une Formule 1, ça sert à quoi? Ça sert à battre des records et à rien d'autre. Puis une fois que le record est battu, voilà, le projet est terminé. Une mobilette, c'est totalement différent. C'est un truc qu'on utilise tous les jours, qui va nous servir à plein de choses, qui va nous servir à aller faire des courses, voir les potes, se promener en campagne, etc. Donc c'est un peu ça qui fait la distinction de mon projet avec les autres. Maintenant, il faut quand même se poser la question du bilan énergétique, savoir est-ce que réellement avec des ailes avec 6 mètres carrés de panneaux solaires, je vais réussir à décoller. Trouver des chiffres, c'est pas évident, parce que les fabricants vont dire oui, nos cellules sont 25% de rendement, vous aurez 250 watts. Ouais, mais 250 watts, c'est le soleil, si je suis à l'équateur, au soleil de midi, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des arbres, s'il y a des collines, s'il y a des nuages, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse des mesures en conditions réelles. Donc j'ai pris un morceau d'aile, j'ai collé des cellules solaires dessus, et j'ai installé tout ça dans un champ. J'ai laissé ça tourner pendant 2 étés, avec un microcontrôleur qui enregistre tous les paramètres de fonctionnement sur une carte SD. Et en gros, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut tabler sur 1 kWh d'emmagasiner chaque jour. C'est une bonne moyenne. Combien de mètres carrés? Par mètre carré. 1 kWh par mètre carré par jour, c'est un chiffre qui marche bien. Enfin, en tout cas, dans le sud de la France. Ça, c'est une journée type. Là, on a produit 660 Wh sur un panneau qui fait un demi-mètre carré, enfin un petit peu plus. Donc, on est au-dessus du kilowattheure. Mais après, en moyenne, sur tout l'été, 1 kWh, c'est une bonne valeur. Là, maintenant, si on prend comme exemple concret le Silent de Alisport, ça c'est un petit planeur monoplace. Il existe déjà en version électrique, il a déjà un moteur dans le nez, des batteries. Donc tout ce qui lui manque en fait c'est les panneaux solaires sur les ailes. Ce planeur-là, son moteur donc, il fait 22 kW et son pack batterie fait 4,5 kWh. Ce qu'il faut regarder c'est vraiment les kilowattheures parce que c'est ça qui nous dit si on va réussir à décoller ou pas. Avec 4,5 kWh, celui-là il fait un gain d'altitude de 1500 mètres. C'est-à-dire que si je pars à 0, je vais réussir à monter à 1500 mètres. Un décollage classique, c'est 300 mètres ou 500 mètres. Ce planeur, il a 8 mètres carrés de surface d'aile. Je pense qu'en enlevant les coins, on va tomber sur 6 mètres carrés de panneaux solaires. 6 mètres carrés, c'est 6 kWh, donc ça marche. Donc en fait, le projet, le bilan énergétique est viable. Moi, mon idée à la base, c'était de se servir de ça pour voyager, et je pensais faire des grands voyages à l'autre bout du monde, etc. Maintenant, plus j'ai creusé le sujet, plus je me rends compte qu'il a un intérêt qui est bien supérieur. C'est qu'en fait, c'est un super outil de communication. C'est un projet qui plaît à tout le monde. Le public croche, le public adore ça. Je l'ai testé en vrai. Hein.
On a fait une expo à la Cité des Sciences à Paris au mois de juin. Et le public a accroché. Et en fait, c'est pas étonnant parce qu'en y réfléchissant un petit peu, on réunit dans un même projet tout un tas de concepts qui sont à la fois porteurs et à la mode. On parle d'énergie renouvelable, on parle de voyage, on parle d'aventure, de technologie, de défis sportifs, d'écologie, d'humanité durable, etc. Donc moi maintenant, mon objectif en lançant ce projet-là, c'est vraiment d'utiliser son potentiel à attirer la sympathie du public pour faire de la sensibilisation du grand public et de la communication autour du fait qu'on a les moyens d'entrer dans l'ère de l'humanité durable. Moi, je suis persuadé que l'humanité, là, on est vraiment à un tournant de l'humanité où il faut que demain, on adopte un mode de vie durable où en fait toutes les ressources utilisées sont renouvelées. Et ça, le planeur, c'est un très bel exemple de ça, et c'est un exemple concret. Demain, si j'ai encore des sceptiques qui viennent me dire le solaire, c'est pas très efficace, l'éolien, c'est instable, c'est pas pratique, je dirais, bah oui, effectivement, si je prends que le solaire, je vais décoller, mais j'irai pas très loin. Si je prends que l'éolien, bah, je suis cloué au sol. Donc effectivement, c'est pas très commode. Par contre, quand on combine les deux, bah là, on a une machine qui est absolument incroyable. On arrive à faire de la distance, à voyager de manière totalement autonome, propre, sans contrainte logistique. Enfin, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? C'est juste magnifique. Donc moi maintenant, même si le public même si le planeur c'est pas très connu du grand public, j'ai vraiment envie d'utiliser cet outil-là pour faire de la communication de grande envergure sur les énergies renouvelables. Et pour ça, plutôt que d'aller faire l'andouille de l'autre côté de la planète comme je le fais d'habitude, je me dis que le mieux c'est de commencer par faire un tour de France. Et pourquoi le Tour de France? Parce que ça offre énormément d'avantages. Déjà, premièrement, c'est pas très compliqué. Faire du vol de campagne d'aérodrome en aérodrome ou en se posant dans les champs, ça on sait faire, la preuve, on l'a vu. Donc ça offre une certaine garantie de résultat. Le Tour de France, d'ailleurs, ça a déjà été fait en planeur en se faisant décoller à chaque fois avec les infrastructures sur place. Donc ça pose aucun problème. Mais surtout le Tour de France, ça permettra déjà d'être proche du public. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est de pouvoir dire aux gens, le projet vous plaît, venez voir. Ou je sais pas, une école qui est dans telle ville et qui dit, on aimerait bien faire une journée avec des élèves. Ah votre ville, justement, on y passe la semaine prochaine, donc venez voir le planeur. Le Tour de France aussi, ça garantit une couverture médiatique nationale, et ça, c'est pas mal non plus. Donc là, aujourd'hui, où j'en suis du projet, le projet est assez bien défini. Je vais lancer la construction d'un premier planeur qui sera le petit monoplace de Alisport, hein, qu'on a vu. Je vais aller les voir la semaine prochaine ou celle d'après, mais mon objectif c'est de lancer la construction avant la fin du mois. Ça prendra 6 mois de le fabriquer, donc il sera livré en avril-mai 2019. Ça me permettra de me faire les premiers vols. Et ensuite, dans ce laps de temps, mon objectif c'est de trouver des partenaires, et notamment des sponsors et des partenaires financiers, pour pouvoir financer le Tour de France. Sachant que le Tour de France, on le fera, je pense, au moins à 2 planeurs. Alors pourquoi 2? Parce que, soyons fous, allons-y. Mais surtout parce que, déjà à 2, on vole de manière plus efficace. À 2, on fait des images qui sont beaucoup plus belles que tout seul. On peut déjà se prendre en photo l'autre planeur, et puis ça fait des images qui sont beaucoup plus marquantes. Et à 2, ça change complètement le point de vue qu'aura le public de l'aventure. À 2, on devient un groupe de personnes, une association qui mène une action, alors que tout seul, on reste un mec tout seul qui se fait plaisir, quoi. Le schématisme est... Donc en gros, c'est ça mon timing, c'est 2019 les premiers vols, et ensuite, dans ce laps de temps, trouver les financements pour faire le Tour de France, lancer la fabrication du deuxième planeur, et faire le Tour de France dans la foulée. Après le Tour de France, il y a plein d'ouvertures possibles, c'est ça aussi que j'aime bien dans ce projet, c'est que c'est pas un one-shot, c'est qu'après le Tour de France, il y a pas mal d'options. On peut continuer à voler en France et faire de la sensibilisation et faire des interventions en France. On peut aller plus loin, on peut aller en Europe, on peut voir plus. Il y a aussi un petit volet dont je n'ai pas trop parlé mais qui est sympa, c'est que je pense que c'est une bonne plateforme scientifique. Et ça, je pense qu'on creusera le sujet aussi. Parce que
crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'atmosphère et nous on va se promener en permanence dans les couches basses et moyennes de l'atmosphère, donc on va faire des choses là-dessus. Voilà. Donc pour moi, cette petite présentation, écoutez, c'était l'occasion d'introduire le lancement de ce projet, et puis je pense que je vous en donnerai des nouvelles dans les semaines et mois à venir. Encore un peu de temps, ou sinon on discutera après Merci. Ouais. Merci pour la présentation de ton beau projet. J'ai deux questions. La première, très technique, juste dans ta démonstration, tu n'as pas parlé du poids supplémentaire dû aux panneaux solaires. Alors, et la deuxième, juste pour la poser en même temps, c'est donc il y a le côté communication que je comprends très bien. Ouais. Par contre, dans le côté voyage, est-ce qu'il n'y a pas une contrainte forte avec le planeur pour des endroits où on peut aller parce qu'il faut il y a on trouve facilement des ascendants en montagne, on en trouve peut-être moins. Si, on en trouve en France, on en trouve partout. D'accord. Il y a plusieurs styles de vol. En vol de plaine, il y a aussi là j'ai montré des images de montagne, mais il y a en vol de plaine, je crois que le record cette année en plaine simplement, c'est quasiment 1000 km de distance. Donc ça pose aucun problème. Après, en milieu civilisé, il y a des aérodromes partout, donc c'est assez facile de se balader un peu partout. Et surtout, quand il y a des champs, on peut se poser dans un champ. Traverser le désert du Sahara, là c'est peut-être une autre affaire, mais bon, c'est pas le but du coup. En termes de poids, les panneaux solaires que je me suis bricolé moi chez moi font 800 grammes par mètre carré. Donc 6 mètres carrés, ça fait pas grand chose sur un planeur. Je suis en train de discuter avec des fabricants de panneaux solaires qui sont un peu spécifiques, mais ils sont dans cet ordre de poids. Il faut savoir qu'un planeur, on n'a pas toujours envie qu'il soit léger. Parce qu'un planeur lourd, ça pénètre mieux et on peut faire plus de distance avec un planeur lourd. Bon, ça, je pourrais développer le sujet plus pendant longtemps, mais en gros, souvent sur les planeurs, on a des ballasts. Et ça nous arrive de décoller avec 100 litres de flotte dans les ailes. Ah, okay. Merci Jean-Baptiste, et j'ai entendu dans tes propos une bonne transition sur effectivement le fait d'avoir des ressources renouvelables et le fait de concevoir des installations, des infrastructures qui nous permettent effectivement de ne pas puiser dans notre planète qui s'épuise, et donc c'est une transition toute trouvée pour notre thème de ce soir. Donc bonsoir, je suis Clément Leroy, en charge d'électricité énergie pour le cabinet de conseil Wavestone, et donc j'ai le plaisir d'introduire et puis de jouer le monsieur loyal pour cette soirée. Donc le thème ce soir sur les écoquartiers, quels enjeux, quelles opportunités pour les territoires. C'est un sujet qui est fortement dans l'actualité, les écoquartiers, qui est de plus en plus en développement, avec beaucoup de collectivités, beaucoup d'entreprises qui se penchent sur le sujet. Un sujet aussi parfois un peu polémique, alors peut-être pas aussi polémique que d'autres sujets de l'énergie et de l'environnement qui sont très souvent sous les feux des projecteurs, mais il suffit de regarder dans nos moteurs de recherche préférés pour voir quand même qu'il y a un certain nombre de polémiques ou en tout cas d'opposition, en se disant que finalement, est-ce que c'est bien sérieux de parler d'écoquartier, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est qu'un vrai écoquartier, ou est-ce que c'est parfois un peu usurpé en termes de dénomination? Quelles sont les entreprises qui vraiment se penchent sur le sujet? Donc je pense que les intervenants de ce soir vont nous éclairer sur ces différents aspects, sachant qu'un écoquartier regroupe des thématiques et des usages très différents entre les bâtiments évidemment, les transports, l'énergie, l'eau, les déchets. Donc c'est un sujet très complexe, très polyforme. Donc pour nous éclairer ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants que je vais appeler dans quelques instants à me rejoindre. Du coup, vous allez pouvoir prendre place à nos côtés. Donc, tout d'abord, Monsieur Pauportier. Vous êtes de formation ingénieur de l'École centrale de Paris, vous êtes titulaire d'un doctorat de Paris 6, et vous êtes aujourd'hui maître de recherche aux mines de Paris en particulier, et puis donc, vous avez beaucoup publié, vous êtes intéressé fortement à la question des bâtiments, de la construction, de la rénovation, et en particulier des écoquartiers. Donc vous allez en particulier nous parler des sujets d'analyse de cycle de vie autour des bâtiments et des écoquartiers. Madame Bouteille, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Donc vous êtes élu, vous êtes maire adjoint de Rueil-Malmaison, conseiller territorial de Paris-Ouest La Défense, et vous êtes en particulier en charge de l'urbanisme de l'écoquartier de Rueil, que vous allez développer dans quelques minutes, et des transports donc, depuis près de 10 ans à Rueil-Malmaison. Et puis enfin,
Jean-Noël Guillot, donc vous êtes de formation INSA Lyon, avec un DEA en particulier de physique des matériaux conjoint entre l'INSA et Centrale Lyon, donc voilà, un très mignon, avec nous ce soir. Après un passage de quelques années auprès des activités nucléaires d'EDF, vous avez aiguillé vers les activités commerciales, marketing, relations clients. Et donc en particulier aujourd'hui vous êtes directeur adjoint de la direction collectivité d'EDF. Donc forcément le sujet des écoquartiers vous préoccupe et c'est un sujet d'intérêt au plus haut point. Voilà. Je vais du coup vous appeler à me rejoindre et puis tout de suite je vais passer la parole à M. Pauportier pour la première présentation de cette soirée. Merci, donc bonsoir. Effectivement, je vais vous parler un petit peu de méthodologie avec l'analyse des cycles de vie. C'est vrai qu'il n'existe pas de définition précise d'un écoquartier. À partir de quelle performance on peut dire qu'un quartier est écologique ou même un bâtiment, c'est pas très très simple. Donc je préfère parler d'éco-conception parce que on peut vouloir concevoir un nouveau quartier écologique, mais on peut aussi essayer de rénover un quartier existant. Et c'est peut-être la principale difficulté et le principal enjeu, parce qu'il y a beaucoup plus de bâtiments existants que de construction neuve. Et donc l'éco-conception, ça permet de prendre en compte les aspects environnementaux, que ce soit dans la conception d'un nouveau projet ou dans la rénovation d'un quartier existant. Alors par aspects environnementaux, on entend la préservation des ressources. Alors en énergie, bien sûr, Centrale Énergie s'occupe essentiellement de ça, mais aussi en eau, en matières premières et en sol, parce que la ressource de sol est aussi à préserver. Et puis on parle aussi de protection des écosystèmes au sens très large du terme. Ça peut être au niveau planétaire avec les conférences sur le climat, la couche d'ozone, ou au niveau plus régional ou même local, donc avec des problématiques de déchets, de qualité de l'air. Et on inclut aussi, c'est très important, les liens entre l'environnement et la santé. Tout ce qui est toxicité, c'est quelque chose d'important. Donc il s'agit de préserver la vie en quelque sorte. C'est pas la planète, de toute façon elle restera. C'est la vie, que ce soit les êtres humains ou la biodiversité, c'est à préserver. Donc une méthode sur laquelle on va s'appuyer, c'est l'analyse de cycle de vie, donc pour concevoir un système, que ce soit un produit. C'est une méthode qui a été développée au départ pour des produits industriels, mais qu'on a ensuite appliquée aux bâtiments et maintenant au quartier. Donc depuis la fabrication, la construction de ce quartier, son utilisation jusqu'à la fin de vie et au recyclage éventuel. Donc c'est pour ça qu'on parle de cycle de vie. Donc cette méthode d'analyse de cycle de vie, elle peut avoir plusieurs usages. Bien sûr, son usage principal, c'est l'aide à la conception. On va aider les urbanistes, les architectes, les ingénieurs à concevoir des quartiers à moindre impact. Mais avant ça, on peut s'en servir pour choisir entre construire un nouveau quartier ou rénover des bâtiments existants. On peut choisir un site, comparer plusieurs sites pour la construction d'un quartier. On peut aussi aider à la programmation. On va le voir sur un exemple à Lyon-Confluence. Donc la municipalité a fixé des objectifs en termes de CO2 émis ou de déchets radioactifs émis. C'était les deux indicateurs qu'ils avaient choisis sur ce quartier. Alors l'aide à la conception, et puis une fois que le bâtiment est conçu, que le quartier est conçu, il y a l'aide à la réalisation. Donc là, les entreprises vont pouvoir comparer différents produits. Une fois que le bâtiment est construit ou le quartier est construit, c'est l'aide à la gestion. Donc on va pouvoir comparer différentes façons d'utiliser, de s'approvisionner en différents fournisseurs d'énergie, par exemple. L'aide à la réhabilitation, comparer des solutions d'amélioration d'un quartier. Et puis à la fin de vie, est-ce que c'est intéressant de chercher à séparer les déchets pour les recycler, ou au contraire, l'usine de recyclage est tellement loin qu'on dépenserait plus de fuel dans le transport que ce qu'on économise par le recyclage. Vous voyez toute une série d'usages possibles de ces outils d'ingénierie. Alors comment ça se présente? On commence par décrire son projet de quartier, de quartier existant, avec un modeleur graphique. Je passe sur les notions de BIM, etc., qui sont un peu à la mode. Et puis à partir de là, il y a un outil de calcul qui va comptabiliser les impacts depuis la fabrication des matériaux pour construire les bâtiments, les rues, etc., jusqu'à la fin de vie, et en passant par une phase assez longue d'utilisation. Contrairement aux produits industriels qui ne durent pas très longtemps,
un quartier, des bâtiments, des rues, ça dure longtemps. Et donc cette phase d'utilisation va prendre plus d'importance que les phases de construction ou de fin de vie. Hein. Et donc en général, bon, on associe à chaque objet, que ce soit une fenêtre, un mur, une rue, une durée de vie. Hein. Et donc le logiciel comptabilise les impacts pour remplacer les objets, etc. Et utiliser aussi de l'énergie pour le chauffage, pour l'éclairage des rues, de l'eau pour le nettoyage, etc. Donc comme les aspects énergétiques prennent un rôle important dans les bilans, en particulier le CO2 par exemple, et le changement climatique, on va utiliser aussi la simulation énergétique pour évaluer des besoins de chauffage, de climatisation, d'éclairage dans les différents bâtiments ou les voiries. Et puis, on va pouvoir évaluer une performance. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un bâtiment où on a des indicateurs, des valeurs minimales et maximales d'indicateurs. On sait par exemple qu'un bâtiment de bureau, eh bien, s'il est très mauvais, il va émettre 100 kg de CO2 par mètre carré et par an. Et puis s'il est très bon, il en émettra 10 dans nos climats français par exemple. Hein. Et donc on peut comme ça savoir si le projet qu'on a conçu se situe dans la fourchette basse des impacts, dans la fourchette haute. Et si on est dans la fourchette haute, il va falloir améliorer et comparer des variantes pour essayer d'améliorer sa performance. Donc ça on peut le faire au niveau d'un bâtiment, au niveau d'un quartier. C'est un peu plus compliqué, mais avec différents types de bâtiments, on peut y arriver. Alors je vais tout de suite présenter quelques exemples d'applications pour entrer un peu plus dans le concret. Donc cet exemple à Lyon-Confluence, donc il y avait 3 îlots avec un certain nombre de mètres carrés de logements, de bureaux, d'espaces verts, de rues. Et donc on a fait d'abord cette analyse énergétique pour comparer ce projet à une référence qui est un standard, donc avec le niveau juste réglementaire, hein, c'était la fourchette un petit peu basse de performance, et puis les meilleures pratiques, donc c'est le label par exemple Maison Passive qui permet de réduire au maximum les consommations, en tout cas pour le chauffage. Et donc là on a vu que le projet se situe un petit peu entre les deux, mais avec des variations très importantes. La municipalité avait demandé que chaque bâtiment soit conçu par un architecte différent pour avoir une variété architecturale, ce qui est intéressant, mais il y a aussi eu beaucoup de variétés dans les performances. Hein. C'est-à-dire qu'entre le bâtiment le meilleur et le moins bon, il y avait un facteur 3 de différence sur des besoins de chauffage, parce que, vous voyez celui en haut à gauche, le bâtiment avait décalé les niveaux comme ça, ce qui est un geste architectural intéressant, mais ça fait beaucoup de déperdition, de pont thermique, et par rapport à un bâtiment plus compact et qui était aussi mieux orienté par rapport au soleil, eh bien, il consommait malheureusement 3 fois plus d'énergie. Donc, sans augmenter le coût d'une construction par la simple agencement des bâtiments, la simple forme architecturale, on peut déjà améliorer les bilans de manière importante. Alors, si on regarde maintenant l'ensemble de l'analyse de cycle de vie, au-delà de l'analyse énergétique, eh bien, on a donc le projet en fuchsia ici qui se situe en général à moindre impact par rapport à la référence en bleu foncé qui est à 1. En fait, sur ce diagramme radar, chaque axe correspond à un indicateur environnemental et le 1 correspond aux impacts maximaux et puis les meilleures pratiques donc, qui permettent de regarder comment se situe le projet. Et là, on voit qu'il est meilleur sur la plupart des indicateurs environnementaux, mais il est moins bon que la référence sur l'écotoxicité et la santé. Alors, après analyse, on s'est rendu compte que c'était dû à une grosse chaufferie bois qui émettait beaucoup de composés organiques volatiles et qui pouvaient nuire à ces aspects de santé en particulier. Alors, si on veut être meilleur sur l'ensemble des indicateurs, eh bien, il faut soit isoler davantage les bâtiments, donc arriver aux meilleures pratiques, au label Maison Passive, pour avoir moins d'usage de cette chaufferie bois et moins d'impact, ou alors choisir un matériel avec un système de dépollution plus sophistiqué, des filtres dans la cheminée, etc. Autre exemple à Bobigny, donc là c'est l'agence de l'environnement, l'ADEME, qui nous a demandé
finalement, est-ce que vous nous conseillez de construire plutôt des maisons, plutôt des villas, des maisons de ville, ou alors des logements très collectifs, très compacts? Est-ce qu'on peut avoir une idée de grandes orientations urbaines? Bon, c'est un petit peu caricatural comme question, en pratique ça se pose sans doute pas tout à fait comme ça, hein. Mais c'était intéressant au niveau scientifique de faire cette comparaison aussi avec des sociologues qui vont regarder le comportement et finalement l'influence de ces formes urbaines sur les comportements des habitants. Et on s'est rendu compte que, et bien sur les aspects énergie, CO2, déchets, effectivement, les maisons sont plus impactantes que les villas ou les immeubles. Il y a assez peu de différence entre les villas et les immeubles dans l'exemple qu'on a ici, qui s'est donc basé sur une étude de cas réelle. Alors, troisième exemple, donc à Saint-Denis, un nouveau quartier donc, qui est en cours de conception. Ah, voilà, donc on a dessiné ce quartier et on a essayé de voir quels sont les principaux contributeurs aux impacts. Est-ce qu'il faut travailler sur le chauffage? Est-ce qu'il faut travailler sur les matériaux de construction, sur les transports de travail? Et donc là aussi, on s'est appuyé sur des données sur les distances de transport, sur les moyens de transport. Et on a vu que maintenant, dans les nouveaux quartiers, c'est plus trop le chauffage qui contribue beaucoup aux impacts, mais c'est à la limite plus l'eau chaude sanitaire. Il y a plus de besoin d'énergie pour l'eau chaude que pour le chauffage, parce qu'il y a des nouvelles règles de réglementation thermique des bâtiments. Alors, les transports, c'est pas parce qu'on sera proche d'une station du Grand Paris que tout le monde va prendre le métro. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et donc, on a encore une influence importante du transport. Alors, peut-être que les gens prendront des planeurs, ça, je ne sais pas. Mais on n'a pas, pour le moment, fait cette hypothèse. Et donc, il y a encore une prédominance de la voiture à peu près à 50%, parce que les gens vont travailler, même si leur domicile est proche d'un moyen de transport, ils vont travailler ailleurs et c'est pas forcément proche ou très pratique de prendre des transports en commun. Alors ensuite, on nous a demandé quelle est l'influence d'une structure bois? Est-ce qu'il faut construire en bois absolument? C'était un petit peu ça qui était dans l'air à la mode chez les concepteurs. Et bon, c'est vrai que ça réduit beaucoup les déchets produits par rapport à des matériaux plus lourds comme le béton, mais sur les autres impacts, eh bien, c'est surtout la performance énergétique qui va être importante, avec des aspects sur l'énergie positive qui peuvent être intéressants, même si vous voyez, il n'y a jamais une solution qui est meilleure sur tous les indicateurs. C'est-à-dire qu'on va réduire, par exemple, l'effet de serre, mais on va augmenter les déchets, par exemple. Et donc, cette analyse multicritère va essayer de faire la part des choses entre ces différents impacts. Et on essaye aussi d'optimiser les performances, c'est-à-dire, souvent, on a des problèmes de coût de construction. Et donc, on va essayer de lancer des milliers de simulations pour, avec des algorithmes génétiques, pouvoir optimiser des projets. C'est-à-dire que les gènes, ce n'est pas les yeux bleus ou la couleur des cheveux, mais c'est l'épaisseur d'isolant, le type de vitrage, etc. Et donc, on croise des populations pour essayer de progresser vers des solutions à moindre coût et à moindre impact environnemental. Voilà, donc la performance énergétique reste essentielle pour l'éco-conception. C'est encore un enjeu important, et en particulier cette transition énergétique vers les énergies renouvelables. Et quand on a fait cet effort de qualité énergétique, les matériaux deviennent importants. Donc on peut les évaluer par ces bilans en cycle de vie, même s'il y a encore des incertitudes. Les données françaises ne sont pas encore très précises, et surtout en matière de santé. Il reste beaucoup à travailler sur les indicateurs environnementaux, sur les connaissances, sur la santé, mais on peut déjà intégrer des niveaux de performance dans les programmes si on veut que ensuite les équipes de conception conçoivent des quartiers à moindre impact. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce
premier propos qui, je pense, a complètement bien posé d'une part la problématique et puis commencé à apporter aussi des éléments de réponse assez concrets. Voilà. Et donc pour être encore plus concret, écoutez, je vais demander à Madame Bouteille de venir nous rejoindre et donc nous parler de l'expérience particulière de la ville d'Oreille. Si vous voulez utiliser la télécommande pour aller vers elle. Voilà. Bonsoir à tous. Eh bien, effectivement, nous allons être dans un cas concret, et j'espère que vous ne passerez pas trop vite au crible notre projet, mais il est ambitieux, et d'abord je vais vous présenter notre ville, parce que quelle est l'opportunité d'un territoire qui est déjà... Quelques mots sur notre territoire, avant de vous parler de cet écoquartier. Nous sommes un territoire très étendu, le plus étendu des Hauts-de-Seine, avec 80 000 habitants. Et avec une caractéristique, c'est que nous avons en bleu les espaces les plus denses, en vert les espaces bien sûr paysagers qui représentent un tiers d'espaces verts sur notre territoire, et en jaune vous le voyez, une caractéristique qui est quand même assez importante, c'est la part du pavillonnaire sur notre secteur qui représente aussi un tiers de notre territoire. Donc bien évidemment, nous n'avons pas beaucoup de foncier, sauf à prévoir de démolir ou de déconstruire tout l'habitat pavillonnaire qui nous offre une mixité. Nous avons aussi un capital d'entreprise et d'économie que nous avons su renouveler, et dans l'ambition qui est la nôtre d'agir sur ce renouvellement de notre parc tertiaire, bien sûr, nous y avons mis beaucoup d'ambition énergétique. Nous avons un bâtiment passif, nous avons un bâtiment à énergie positive, nous avons d'autres expériences, et c'est aussi une partie importante de notre ambition, la réhabilitation, la transformation. Alors, il nous arrivait une opportunité qui était très importante, c'est-à-dire sur le Mont Valérien, un territoire de près de 13 hectares qui allait être libéré par Renault, par l'OTAN, qui y avait son siège, et pour lequel nous avons, avec les terrains que nous avions sur la ville, 17 hectares à aménager sur un périmètre total que nous voulions étudier de 26 hectares. Il y a bien évidemment eu au départ une volonté très forte de la ville de se dire nous allons pouvoir gérer à notre façon cette écriture d'un nouveau quartier ou d'un quartier qui va faire lien avec ce qui existe déjà, et nous l'avons bloqué par des outils dans notre PLU pour pouvoir interdire que tout promoteur puisse directement s'inspirer de d'autres exemples d'écoquartiers et prendre la main sur ce territoire. Mais il y avait bien sûr une histoire, puisque nous avons voulu garder la mémoire des bâtiments, de l'activité qui était là. Quelques images pour vous dire que sur la ville d'Oreille, nous aurons à cœur de conserver certains des bâtiments qui ont fait l'expérience de plusieurs années de recherche pour Renault, et je pense que, vu l'auditoire, vous avez peut-être des intérêts à regarder ce qui s'y passait, que je ne vais pas vous dire ce soir, manque de temps. Alors, bien évidemment, nous avions une page blanche devant nous pour avoir des ambitions, mais aussi d'abord dessiner ce que pourrait être une ville ou un quartier à la place. Alors, sur cette image, vous avez non seulement les ambitions de programmation que nous avions, mais surtout la structure avec le parc central, qui est un parc traversant, qui donne toute l'intensité de nos objectifs dans l'économie de ce que représentera la nature, 30% d'espace vert, la place de la circulation piétonne-vélo dans cet écoquartier, puisque nous voulons, à travers cet axe principal qui fait 600 mètres de long, mais aussi les liaisons latérales que nous voulons introduire, y compris vers les autres quartiers qui sont déjà existants, donner de la sécurité, de l'économie verte, avec bien évidemment tout ce que ça apporte d'infiltration, de gestion d'espaces verts, mais aussi de récupération de déchets paysagers qui vont nous permettre d'avoir de l'engrais et avoir aussi un lien social entre les résidents pour apprendre à vivre autrement. Et je crois que c'est ça aussi une dimension que vous n'avez peut-être pas soulevée, c'est que dans nos écoquartiers, c'est un mode de vie nouveau que nous voulons apporter et imposer à la population en douceur et en les persuadant. Alors, nous avons bien sûr des objectifs pour les usagers futurs, le patrimoine dont je viens de parler, les déplacements, parce que bien évidemment il n'y aura pas que la place du piéton, du cycliste et même de la glisse urbaine. Nous aurons l'avantage d'accueillir la gare du Grand Paris du métro ligne 15, mais nous voulons restituer la place qui doit être restituée à la voiture après les transports en commun, après
l'ensemble des aménagements que nous ferons pour permettre à chacun de vivre autrement. Nous avons voulu apporter une qualité d'énergie, une qualité de bien-être et à travers un réseau de chauffage, donner un sens de solidarité avec non seulement la recherche d'ambition dans les bâtiments qui devront répondre à des normes RT 2012 moins 20%. Nous ne serons pas encore sur les normes de tous les bâtiments passifs, mais nous voulons aussi offrir des alternatives de choix pour chacun des promoteurs dans le choix des énergies qu'ils pourront mettre dès lors qu'ils seront obligés de se raccorder à notre réseau de chauffage qui va nous apporter 60% d'énergie nouvelle, d'énergie renouvelable. Bien sûr, nous avons la préoccupation de la gestion des eaux. L'eau, nous avions un terrain qui était majoritairement non infiltrant, sur lequel nous apporterons une bien meilleure porosité de récupération d'eau pluviale, mais aussi tous les équipements publics que nous allons avoir seront avec une gestion très fine de l'eau, y compris le complexe sportif qui aura une préoccupation majeure sur ce sujet-là. Mais nous avons aussi la volonté de récupération d'eau pluviale et de sources dont nous avons la chance sur la ville de Rueil de pouvoir utiliser sur tous les espaces verts. Sur la gestion des déchets, nous avons déjà commencé au niveau de l'analyse de la déconstruction des bâtiments qui sont d'une architecture et de matériaux très anciens, de porter un partenariat avec par exemple Saint-Gobain ou d'autres grands groupes pour utiliser et récupérer les matériaux lors de leur déconstruction, que ce soit le placo-plâtre, que ce soit les isolants, que ce soit les vitrages, qui sont de typologies très différentes et qui vont nécessiter une déconstruction complètement atypique, pratiquement bâtiment par bâtiment. Nous allons récupérer pratiquement 55 000 déchets de déconstruction pour réemploi et éviter le transport, justement, dont vous parliez, les nuisances pour le CO2 de tous les camions que ça pourrait représenter et le rapatriement de nouveaux matériaux. Nous allons bien sûr protéger la biodiversité. Je rappelle que nous avons fait une étude d'impact qui a à peu près répercuté 15 à 20 critères et sur lequel la biodiversité, la faune, la flore a été répertoriée et nous avons un criquet malin, une espèce de fleur aussi tout à fait originale que nous devrons restituer et protéger. La biodiversité, je viens d'en parler, l'éclairage, la performance dans nos éclairages, mais pas que dans l'éclairage, dans la gestion pilotée que nous voulons mettre en place sur tous les capteurs que nous pourrons mettre, qualité de l'air, qualité de l'eau, de nos réseaux souterrains, qualité de l'éclairage que nous voudrons piloter avec une intensité de variation, et puis l'arrivée du BIM, bien sûr, qui a mené l'ensemble de nos réalisations à la conception et demain dans le pilotage. Nous avons bien sûr la volonté d'offrir à cette population une mixité fonctionnelle, intergénérationnelle et de conserver sur place non seulement des équipements pour la population sociale, puisque nous aurons 25 à 30% de logements sociaux, mais aussi pour un ESAT qui est sur place avec des travailleurs handicapés, et puis des aînés et des enfants avec des crèches et tous les autres équipements, et apporter le commerce, l'activité de bureau, et bien sûr la population qui viendra. Nous avons l'ambition d'obtenir le label définitif que nous avons déjà obtenu en étape 1 et 2 de l'ADEME et de l'État. Et nous avons, lors de nos présentations de projets, obtenu d'ores et déjà un certain nombre de labels que vous voyez ici. Voilà, une originalité, c'est sur le réseau de chauffage urbain, sur lequel, bien évidemment, nous voulons obtenir ces 60% d'énergie renouvelable et nous avons aujourd'hui deux concepts qui sont à l'étude. Le premier qui est le plus simple, malheureusement vous en avez parlé en disant qu'il fallait faire mieux, sur la biomasse couplée avec les chaufferies gaz, qui est à l'étude, qui est déjà bien annoncé, et nous avons souhaité aller plus loin et étudier la géothermie profonde. Nous avons fait des expériences et des tests sur de la géothermie superficielle à 70 ou 100 mètres pour nous apercevoir que nous n'étions même pas à 1% de la capacité nécessaire pour l'ensemble de ce écoquartier. Et nous sommes en train d'étudier, d'ici le début de l'année prochaine, nous aurons les résultats sur une expérimentation en géothermie profonde, donc à 1000-1500 mètres, qui permettrait d'arriver sur les puissances minimales dont nous avons besoin, mais qui nécessite d'avoir une équivalence logement de plus de 12 000 logements, ce qui nous oblige à travailler en partenariat avec la commune de Suresnes,
qui elle a un réseau de chauffage au fioul et qui bien sûr a l'obligation de le verdir. Voilà des exemples comparatifs de ce que peut représenter nos besoins en énergie et puis les besoins en puissance mètre cube de géothermie profonde avec l'objectif dont je vous parlais et la comparaison des tarifs que pourrait représenter cet avantage pour la population. Bien évidemment, la géothermie profonde, malgré l'investissement qui est très au-dessus de tous les autres investissements, représenterait pour les usagers une économie substantielle, sachant que, bien évidemment, la consommation qu'ils auront à faire, compte tenu des ambitions qui sont fixées dans nos bâtiments, aura déjà une consommation très réduite. Mais je voudrais revenir sur l'aspect social de ce projet, de ce réseau de chaleur, qui est le plus important, parce qu'au-delà de l'écoquartier, vous avez parlé de la réhabilitation. Nous ne voulons pas produire du neuf en laissant sur les bords et sur les côtés de cet écoquartier une population qui serait avec des architectures et des conceptions trop passéistes et avec des déperditions d'énergie. Et nous embarquons avec nous tous les bailleurs sociaux qui sont en périmètre de cet écoquartier en leur facilitant une démolition-reconstruction dès lors qu'ils auront des bâtiments nouvelle génération avec un raccordement à cet réseau de chauffage qui permettra de faire bénéficier aux habitants de ce quartier, y compris des copropriétés bien évidemment, des avantages de cet écoquartier. Voilà. Devant l'assistance, j'aurais voulu développer, mais on le verra peut-être tout à l'heure, plus de caractéristiques techniques de certains de nos bâtiments publics qui ont des ambitions et des résultats d'énergie et de performance de fonctionnement très ambitieuses. Voilà, mais je crois que le temps est imparti et on échangera plus tard. Merci. Merci beaucoup. Là, oui, je pense qu'effectivement, on était tout à fait dans le vif du sujet, le concret. Et peut-être, du coup, pour compléter cette prise de parole, donc la vision d'EDF, et donc en particulier par la direction des collectivités. Très bien. Merci. Merci de nous donner l'occasion aussi de parler d'énergie et d'aménagement, puisque on voit que c'est un sujet central. Je voudrais peut-être simplement revenir sur toutes les terminologies qu'on peut utiliser depuis quelques années autour des questions d'écoquartier, de ville durable, de smart city, de ville intelligente. Et finalement, on a un peu du mal à s'y retrouver. Alors, si on refait un tout petit brin d'histoire, hein, quand même, le fait générateur, c'est quand même la conférence des maires dans les années en 86, si ma mémoire est bonne, qui a défini le concept de ville durable, essentiellement autour de la sobriété environnementale, et puis peu à peu, les concepts ont bougé. Et on est arrivé autour des questions de smart city, de ville intelligente, surtout avec le développement du numérique. Et nous, finalement, on s'est posé la question de, quand on travaille sur un projet d'aménagement, quels sont les trois objectifs majeurs qu'on peut aller chercher. Et finalement, on en a trouvé trois qui nous caractérisent bien et que l'on sent en capacité de porter sur toute typologie de territoire. On parle d'habitat dense, mais il y a aussi la France est multiforme dans ses territoires, depuis les zones rurales jusqu'à, en effet, aux grandes métropoles parisiennes ou lyonnaises, en passant par les villes moyennes. Et finalement, il y a quand même trois facteurs communs. C'est cette question de responsabilité quand on construit ou quand on rénove. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr les questions de sobriété environnementale, on y pense tous, mais aussi les questions d'attractivité territoriale, c'est-à-dire comment mettre en place un quartier rénové ou construit qui soit attractif dans la durée et qui soit résilient aux évolutions d'usage des surfaces construites. Ça, c'est une question extrêmement importante, la question de la réversibilité des usages construits et donc des solutions énergétiques envisagées. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer très tôt. Et puis tout ça dans une vision de long terme. Et puis on construit, alors on a l'habitude de prendre des échéances à 25 ou 30 ans sur la vétusté des matériels, mais quand on a fait des choix d'urbanisme, ils nous engagent pour beaucoup plus loin que ça. Deuxième point qui nous caractérise, mais ça ne vous étonnera pas dans l'EDF, c'est la question du bas carbone. C'est quand même l'urgence de court terme, hein, avec derrière une conviction, c'est qu'en effet, les énergies fossiles, on doit être en capacité de substituer par des usages décarbonés. Et ces usages décarbonés aujourd'hui, ils sont quand même essentiellement produits autour de solutions qui vont aller chercher de l'énergie électrique avec une diversité de modes de production, et notamment les énergies renouvelables. Aujourd'hui, la majorité des énergies renouvelables qui sont implémentées, elles sont photovoltaïques, elles sont éoliennes,
Et j'oublie pas bien sûr les énergies de récupération thermique, et on travaille beaucoup en effet sur les questions d'économie circulaire et de récupération d'énergie. J'ai en tête l'exemple de Charleville-Mézières où le réseau de chaleur est alimenté par les excédents de chaleur des anciennes fonderies Citroën, aujourd'hui PSA. La question de la réversibilité d'usage donc de ces solutions énergétiques, bas carbone, est aussi essentielle pour être en capacité de s'adapter à l'évolution des usages qu'on pourrait avoir sur les surfaces construites. La bioclimatique, bien sûr, est au centre des préoccupations, à la fois pour des questions d'économie d'énergie, mais aussi de confort d'été. On l'a vu cette année, 0,1 degré, je crois, de plus que l'année prochaine, si on prend les projections de fin d'année. Donc on voit bien que la question de la bioclimatique et du confort d'été, c'est quand même quelque chose qui va être extrêmement prégnant. Et quand on regarde finalement, je vais parler de solutions techniques, du couplage de photovoltaïque avec des pompes à chaleur réversibles, on voit bien qu'on est en capacité de concilier production photovoltaïque, production d'eau chaude sanitaire, vous l'avez souligné comme étant maintenant le premier poste de consommation énergétique, le transport prochainement deviendra le deuxième poste de consommation énergétique, ce ne sera plus le chauffage, ce sera bien le transport, 3 à 4 MWh consommés par ménage, c'est plus que le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans la majorité des cas, en tout cas en appartement. Et puis derrière, bien sûr, être en capacité d'alimenter les véhicules électriques. Le dernier caractère, c'est bien sûr le connecté, le digital au service de l'humain, avec pour nous 2 déclinaisons. La première, c'est le suivi et le pilotage des systèmes énergétiques et le suivi de ses consommations. Donc ça, c'est aujourd'hui complètement déployé aux différentes mailles de territoire. Vous pouvez aujourd'hui suivre vos consommations et les comparer avec vos pairs des logements de même type sur vos appartements, sur vos maisons individuelles. C'est aujourd'hui en natif dans vos espaces clients, et puis à la maille du quartier et à la maille de la ville. Notamment, on a le développement maintenant de plateformes métropolitaines qui permettent de suivre plusieurs typologies d'usage. Bien sûr, on pense à l'éclairage public, ça c'est la genèse de ces plateformes, notamment, j'ai en tête l'exemple de Dijon. On intègre bien sûr aussi la vidéosurveillance, on intègre les questions autour des feux de signalisation, et bien sûr maintenant arrivent 3 autres préoccupations majeures, le bruit, la qualité de l'air et la gestion du stationnement, pas forcément pour l'application du FPS, mais aussi pour faciliter l'identification d'une place de stationnement disponible, évitant bien sûr de tourner autour du pâté de maison. Donc le connecter, oui, mais avec une finalité qui soit bien identifiée, mettre à disposition ou à implanter un grand nombre de capteurs sans savoir derrière ce qu'on va faire. C'est chronologie d'un objet obsolète avant même qu'il soit installé, et puis surtout des questions de financement qui vont rapidement se poser. Alors derrière ces convictions, elles se traduisent aujourd'hui pour EDF autour de plusieurs axes. Bien sûr, le travail autour des questions de mobilité et de transport, mobilité électrique, on en parle beaucoup, et aujourd'hui, d'ailleurs, on a lancé notre plan de mobilité électrique à l'occasion des Electric Day. Production locale d'énergie et autoconsommation, j'en dirais 2 mots. L'autoconsommation est un produit qui se développe à la vitesse grand V, mais d'une très grande complexité. Et on pourrait avoir un raisonnement relativement simple en disant on colle des panneaux photovoltaïques, et puis derrière, peu importe le système énergétique qu'il y a derrière, il y a quand même une question de synchronicité entre la production photovoltaïque qu'on va installer et les usages énergétiques qu'il y a adossés à cette production photovoltaïque. Si vous couplez du photovoltaïque avec une chaudière gaz, finalement, certes peut-être qu'au global, vous aurez un bilan énergétique positif, mais quand vous ferez le bilan environnemental ou même le bilan économique, vous aurez produit du photovoltaïque dans une zone urbaine sans besoin énergétique en plein cœur du mois de juillet, qui finalement ne va pas trouver de débouché immédiat, et en parallèle, au moment où vraiment on a des besoins de production d'énergie, en plein cœur de l'hiver, vous allez produire des gaz à effet de serre. Donc on voit bien que penser le système énergétique, et on aura pendant quelques minutes une démonstration pour vous montrer un peu comment on travaille cette architecture énergétique, c'est quand même fondamental. Bien sûr, le travail sur les bâtiments publics, sur le management de l'énergie, et puis sur l'éclairage intelligent. Donc, je voudrais faire un focus quand même, puisque c'est le sujet, sur les questions d'aménagement et finalement la philosophie qui nous guide dans notre accompagnement des projets du territoire. C'est construit autour de 4 axes très simples. Le premier, c'est agir pour la transition énergétique et penser les systèmes énergétiques très en amont sur les projets d'aménagement.
Aujourd'hui, on se félicite de voir que la question d'énergie, elle arrive très tôt dans les projets d'urbanisme. Et ça, c'est une bonne chose. Depuis une quinzaine d'années, l'énergie arrivait à la fin avec deux grands types de systèmes installés, du chauffage électrique ou du chauffage gaz, c'était relativement binaire. Et après, se posait la question du raccordement au moment des livraisons, avec quelquefois des surprises. Et donc là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette approche globale bas carbone nous amène à être beaucoup plus tôt dans les projets, même, et on en parlait un peu en aparté avant, même si les projets ne sont pas complètement définis, vous allez sortir de 100 000 m², vous savez qu'il y aura 50% de tertiaire, 50% de résidentiel. Déjà, on peut se poser la question, est-ce que ma ressource géothermique profonde, elle est accessible? Vous l'avez bien dit, combien faut-il de mètres carrés pour amortir un forage de 2000 mètres de profondeur? Ça, très tôt, on est capable de le dire. Voilà. Et finalement, fermer, ou ouvrir des portes, ou en tout cas, mettre trois couleurs, vert, orange, rouge. Vert, on sait que ça peut fonctionner, cette énergie renouvelable, elle est disponible, Charleville-Mézières, le réseau de chaleur. Ou alors rouge, ben non, 2000 m² de géothermie. Si vous êtes dans une ville où vous n'avez pas 12 000 logements à raccorder dans une périphérie relativement courte, vous pouvez oublier, vous allez vous trouver avec des investissements à amortir qui vont vous faire grimper la facture énormément, puisque derrière les coûts d'usage, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'amortissement des investissements. Si ce n'est pas porté par les futurs occupants, c'est porté de près ou de loin par la collectivité. Donc agir pour la transition énergétique, proposer de nouveaux services aux acquéreurs, c'est fondamental, on le voit bien, à la fois des services qui aujourd'hui sont en demande forte, aujourd'hui, surtout les programmes d'aménagement, la question qui se pose, et aussi si vous êtes dans des copropriétés, la question de la recharge des véhicules électriques se pose, donc ça il faut l'anticiper. Aujourd'hui, il n'est pas pensable de sortir un projet d'aménagement sans avoir intégré à la fois les solutions de recharge dans les parkings, s'ils existent, de ces immeubles, ou en voirie, et là il y a des questions qui vont se poser d'implantation, de densité, de puissance de recharge. Vous facilitez l'énergie, ça vise à la fois les aménageurs, les promoteurs et les clients finaux. C'est notamment nos partenaires promoteurs ont souvent beaucoup de questions autour des processus de raccordement, de mise sous tension des logements. Voilà, et donc on a tout un ensemble de services que l'on est en train de développer pour accompagner nos partenaires. Et puis construire le futur, parce que l'innovation finalement elle est au cœur des projets d'aménagement. On n'a pas aujourd'hui un projet d'aménagement qui sort sans qu'une collectivité ou l'aménageur veuille trouver dans ce programme d'aménagement l'élément différenciant. Donc la question c'est quel est le bon élément différenciant que je vais pouvoir implémenter dans le projet et qui fait sens. Un foncier de bord de périphérique par les qualités de l'air, ça a du sens. Qualité de l'air intérieur, donc mesure en voirie, et puis derrière mettre en place des dispositifs de ventilation mécanique contrôlés qui soient pilotables et ajustables. Bon, voilà, là ça fait sens. Vous pouvez avoir dans des zones, des programmes d'aménagement dans des zones un peu plus rurales, la question des tiers-lieux pour créer un point d'attractivité dans ces programmes d'aménagement. Voilà, donc c'est autant d'innovations qui sont intégrées au cas par cas. Le point fondamental, c'est que ce n'est pas l'énergéticien qui va faire le projet d'urbanisme. L'énergéticien, il va se caler sur le projet d'urbanisme pour définir les solutions énergétiques et les services qui sont les plus pertinents. Voilà, donc ça c'est très important parce que finalement le projet d'urbanisme, il va quand même dépendre très fortement à la fois de l'histoire de la ville. On l'a vu sur le cas de Rueil, il y a souvent des bâtiments qui restent ancrés au cœur du projet d'urbanisme, et puis bien sûr des dimensions sociologiques et des activités futures qui sont visées. Alors, juste pour terminer, avant peut-être de vous montrer un cas concret, finalement, notre promesse, elle tourne autour de quatre briques d'offres. Cette notion d'architecte énergéticien, donc c'est un métier nouveau qu'on a mis en place dans nos équipes depuis 4-5 ans, en développant des compétences extrêmement pointues dans la conception de la solution en fonction du projet d'urbanisme, quelle stratégie de mobilité électrique je vais pouvoir mettre en place, quel plan de mise en lumière je peux implémenter, est-ce qu'il y a un bâtiment symbolique présent dans cette zone d'aménagement que j'ai envie de mettre en valeur. Donc ça, c'est une mission qui est fondamentale, créer un totem sur cette zone d'aménagement, et puis assistante dans le raccordement, j'en ai parlé. Bon, les solutions énergétiques, quel type de solutions énergétiques je vais pouvoir mettre en œuvre? Est-ce que je vais mettre de la thalassothermie, comme à Roquebrune-Cap-Martin ou à Marseille, où là, il y a à la fois des besoins de chauffage et de rafraîchissement, donc là, c'est plutôt le type de solution qu'on a implémenté. Est-ce qu'on va mettre en place, c'est le cas sur Confluence avec Ogic à Lyon, une solution d'autoconsommation collective avec une batterie? Alors là, on est dans l'expérimental, je tiens à le souligner, on prépare
des solutions pour après-demain, ou est-ce que, en Île-de-France c'est souvent le cas, on a des exemples sur Marne-la-Vallée, est-ce que je vais mettre en place un projet où je vais aller chercher de la géothermie de surface, donc de la géothermie à 15-20 mètres, qui va me permettre de faire à la fois du confort d'été et du confort d'hiver parce que j'ai un mix de résidentiel et de tertiaire. Et puis dernier point, bien sûr les quartiers intelligents, donc ces fameuses plateformes, j'en ai touché 2 mots, et puis les services de voirie, très important, mobilité électrique, mobilité douce. Est-ce que dans mon projet d'aménagement, j'ai une fracture urbaine qui va générer dès le début une espèce de fractionnement d'un écoquartier naissant, et à ce moment-là, envisager peut-être des solutions de mobilité douce ou des navettes autonomes qui vont pouvoir faire le lien. Tout ça, ça se pense très en amont parce que bien sûr, ça conditionne les plans de voirie. Question de Smart Street et donc notamment pilotage de l'éclairage public, et puis le stationnement intelligent. Est-ce que dans mon projet d'aménagement, je prévois de mettre en place un parking partagé entre les entreprises et le résidentiel? Si oui, quels sont les modes de contrôle d'accès? Voilà, autant de questions qu'il faut intégrer très tôt dans la réflexion. Pour ce faire, on propose 4 compétences clés. La notion d'interlocuteur unique, donc on a chez nous ce qu'on appelle des directeurs de développement, qui sont capables, dans toutes ces phases de réflexion, d'intégrer toutes les expertises multispécialités du groupe, parce qu'on voit que le champ est vaste. Des questions d'ingénierie contractuelle et financière. Je voudrais bien souligner ce point qui est extrêmement important. On ne peut pas parler sérieusement d'une solution énergétique ou de service si très tôt on ne parle pas de son mode de financement. Qu'est-ce qui est pris dans le business plan de l'opération d'aménagement, c'est-à-dire dans les charges foncières? Ce qui peut être pris par le promoteur dans le business plan de l'opération immobilière, donc qui sera imputé dans le prix de vente du logement. Est-ce qu'il y a suffisamment de respiration économique pour permettre tous les investissements que l'on prévoit? Et enfin, quels sont les coûts à l'usage en intégrant bien les factures énergétiques et les coûts de maintenance? On a trop souvent tendance à les oublier. Cet exemple que j'ai vu m'a interpellé en me demandant si ça avait bien été intégré. Et enfin, le dernier point, tout ça, ça se passe au cœur des équipes projets d'aménagement des promoteurs, c'est-à-dire que nos équipes, elles viennent intégrer les équipes promoteurs. C'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années, aujourd'hui c'est vraiment le cas, et on a des chefs de projet, des directeurs de projet qui travaillent avec les aménageurs et les promoteurs pour que l'énergie, elle puisse finalement vivre sa vie au même rythme que le reste du projet. Il peut arriver qu'un projet soit redéfini en plein cœur de son développement, notamment les questions de planification. Si vous construisez 50 000 m² en 2 ans ou 50 000 m² en 8 ans, c'est pas du tout la même chose sur le choix des solutions énergétiques et notamment leur amortissement et leur business plan. Et donc vous risquez de vous retrouver avec une promesse qui a été faite en termes de performance qui n'est absolument pas tenue. Pourquoi? Parce que derrière, la planification n'avait pas été intégrée. Peut-être rapidement un petit exemple de cette phase de... Oui, donc on va maintenant appeler effectivement Nicolas Robin, qui est l'un des collègues de Jean-Yves Guy au sein de la direction collectivité d'EDF, et qui va donc nous faire une démonstration d'un outil qui a été développé. Et je crois que cette démonstration est prévue pour être interactive avec l'avis du public, en partie en tout cas, sur le cas qu'on va construire ce soir. Donc du coup, on a bien effectivement parlé de cette question de la préfiguration très en amont. Alors pour pouvoir faire ça, effectivement, on s'est doté d'un certain nombre d'outils qui nous permettent effectivement de modéliser dès des phases finalement très très amont de programmation de notre futur quartier, de quelle va être sa solution énergétique et sa signature énergétique. Et pour ça, évidemment, on a choisi d'avoir un outil qui nous permet finalement de raisonner au pas horaire, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, avec tous ces nouveaux systèmes bas carbone, se posait la question de la mutualisation énergétique, puisqu'on est souvent dans des quartiers qui bénéficient d'une programmation mixte, avec par exemple les besoins de chaud et les besoins de froid. La question de l'intégration des énergies renouvelables, donc qui pose évidemment la question de l'intermittence, et des flexibilités qu'on peut mettre en œuvre pour valoriser au mieux leur intégration. Alors j'ai par exemple raisonné en me disant finalement, si on prend un quartier fictif, une collectivité développe le projet de zone d'aménagement énergie centrale, un nouveau quartier mixte au cœur de la ville, sur une ancienne friche industrielle. Et donc évidemment cette collectivité, elle a envie d'avoir une programmation mixte, bureaux, logements, équipements publics. Et puis elle a un objectif de valoriser les énergies renouvelables locales. Donc comment on peut finalement l'accompagner? Donc nous, alors on a développé pour accompagner cette phase de préfiguration un outil, alors vous pouvez le voir via
interface quelque peu austère, que c'est un outil expert qu'on utilise au sein de nos équipes pour modéliser un peu tout ça, on va finalement, l'idée c'est d'avoir une première vision de la solution énergétique la plus adaptée, compte tenu d'informations qui sont évidemment très limitées dans un premier temps. C'est-à-dire qu'à cette phase très amont, en dossier de création de ZAC ou en cours de définition, on sait juste combien un mètre carré de chaque typologie. Donc là, je vous ai mis par exemple les logements collectifs, les bureaux, et puis on définit en fait un certain nombre de niveaux de performance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est de constituer une base de données de tout type de bâtiments en France où on a fait des simulations. Et en fait, en fonction du type de typologie et de la zone climatique, eh bien, on va aller voir le profil qui est le plus adapté compte tenu de programmation. Donc là, on prend des logements collectifs, des bureaux, alors évidemment des équipements publics. Alors là, j'avais mis un gymnase, on peut peut-être changer, je ne sais pas si vous voulez mettre une école peut-être. Peut-être une... allez, mettons une école. Non, voilà. Donc on peut choisir, alors hop, je vais mettre une école, alors évidemment qui respecte la réglementation RT 2012. Donc je vais choisir 2000 m² pour une école. Alors je vais appeler l'école, on pourrait appeler cet équipement, j'avais pensé à l'école Marcel Boiteux, pour être un bon nom pour éduquer tous ces jeunes. Voilà, alors j'ai prévu aussi sur une des résidences, la résidence Watt, de mettre un certain nombre d'équipements solaires. Donc j'ai prévu une surface dédiée à ça. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut aller voir quelle est la signature énergétique sur l'année. Donc on peut voir sur les différents usages. Alors vous avez en bleu le thermique et en vert les autres usages électriques, puisqu'on a choisi d'avoir une vision tous usages, c'est-à-dire à la fois chauffage, dans les usages thermiques évidemment, chauffage, froid, eau chaude, et puis évidemment tous les usages électriques jusqu'à l'électricité spécifique. Et puis ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, on va essayer d'avoir une solution énergétique viable, et ainsi je regarde les effets de mutualisation. Est-ce que, par exemple, sur une journée d'été, qu'est-ce qui se passe? Je vois que j'ai concomitamment un besoin d'eau chaude et un besoin de froid. Et donc je me dis, effectivement, si je pouvais trouver une solution qui me permette de valoriser ces effets de mutualisation, c'est-à-dire de, pourquoi pas, récupérer les calories produits via mes systèmes de froid pour produire mon eau chaude en même temps, est-ce que je ne trouve pas un effet de mutualisation intéressant? Et quelles solutions je peux mettre en œuvre pour valoriser ça? Alors du coup, ce qu'on va aller regarder, c'est qu'une fois qu'on a fait finalement ces besoins énergétiques, c'est quelles sont les opportunités locales. On en a parlé, on peut avoir différents types d'énergie renouvelable à disposition. Il faut regarder un peu ce bilan, le potentiel qu'on a, pour pouvoir le comparer à l'ensemble de nos besoins. Et ensuite, on va comparer évidemment ces scénarios d'un point de vue, alors sur différents critères, on a parlé des critères économiques importants, les critères CO2, voilà, qui vont nous permettre de faire des choix et de hiérarchiser ces solutions, puisqu'effectivement, on veut prendre en considération cette problématique très en amont dans le projet. Alors là, j'ai fait l'hypothèse qu'on avait de la chance et qu'on avait trouvé d'anciens puits industriels avec de la géothermie, on en parlait, en abondance. Pardon? Ah non, là, non, la géothermie, on va prendre la géothermie à faire à 100 mètres, très basse énergie. On va dire qu'on en a. Voilà, imaginons qu'on est, voilà, donc j'ai fait une hypothèse d'un certain débit. Et donc on s'est dit, finalement, on veut profiter de ces effets de mutualisation. La géothermie, elle est utile pour ça, puisqu'on va avoir une eau à 14 degrés. Donc pourquoi pas un schéma de boucle d'eau tempérée, c'est-à-dire vous avez en fait un circuit qui dessert l'ensemble des bâtiments avec une eau à 15 degrés, puis dans chaque bâtiment, des pompes à chaleur qui vont vous produire le chaud, le froid, etc. Et en fait, du coup, cette boucle permet de mutualiser les besoins entre bâtiments. Et puis, elle est raccordée évidemment à des doublés géothermiques. Et donc, ça peut permettre d'avoir une solution qui permet de valoriser les énergies renouvelables locales et puis d'être très bas carbone. Et puis, on s'est dit finalement, on a une solution thermique avec des pompes à chaleur. Il y avait un souhait, on peut imaginer un souhait aussi de développer l'énergie photovoltaïque, donc avec de la production en toiture. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les solutions énergétiques. Donc du coup, ce qu'on peut, voilà, donc on est capable de définir un certain nombre de solutions, à quel bâtiment on veut les servir, quelles vont être les puissances des équipements. Donc il y a des modèles de simulation pour dire quelles sont les performances, les COP de mes packs, mes pompes à chaleur, pardon, quels sont ensuite mes rendements, etc. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail.
évidemment de tout ce qu'il y a comme complexité derrière. Et puis de dire finalement, je vais développer du photovoltaïque, et puis je vais par exemple mettre 1000 mètres carrés, et je vais me dire, eh bien, je vais chercher à faire de l'autoconsommation individuelle sur mes pompes à chaleur, puisque c'est le meilleur bilan qui est plus pragmatique pour valoriser l'autoconsommation sur mon projet. Donc voilà, donc ça permet de valider un peu tout ce schéma. Alors après, là je vous montre un scénario, mais en fait on va étudier tous les scénarios possibles pour les intercomparer ensuite. Voilà, on fait la simulation. Et ensuite on va pouvoir voir le bilan, donc avoir les coûts, hein, puisque c'est un élément prépondérant. Alors quels sont les coûts d'énergie, les coûts de maintenance, on en a parlé, le gros entretien renouvellement, l'amortissement de mon investissement, le coût en euros TTC par an. Alors là je vois que j'ai de la chance, c'était 540 tout à l'heure, je suis à 526. Je vois que c'est à peu près correct. Et puis mes performances environnementales, puisque je vais avoir là environ 68% de NR. Et puis en vrai, on a toujours ces questions de l'optimisation, hein, puisque en fait, si je vais voir dans mes résultats sur la production photovoltaïque, je peux voir que j'ai pour l'instant un taux d'autoconsommation de 100%, et j'ai de l'autoproduction sur 11% de mes besoins, et donc je peux regarder, optimiser en me disant, voilà, si je fais varier ma surface pour augmenter mon taux de couverture. Donc c'est des outils qui nous servent ensuite à optimiser ça en intégrant parfois du stockage. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être imaginer de mettre dans chaque sous-station un ballon d'eau chaude pour stocker mon photovoltaïque en journée sur ce ballon d'eau chaude, et l'utiliser le soir avec ma pompe à chaleur pour l'eau chaude en période de pointe pour optimiser encore l'intégration de mon autoconsommation. Donc vous voyez, alors là ça donne l'image que, bon, c'est un peu plus long que ça en réalité, hein, vous vous doutez, que sur cet exemple-là, mais c'est pour vous montrer un peu effectivement ce qu'on développe comme expertise. Et donc l'idée, c'est ensuite de présenter voilà, une comparaison des scénarios en coût global, puisque effectivement il y a des questions de CAPEX, de PEX et de modèle global qui intègre le phasage, puisqu'on a dit que c'était vraiment sur ce business model un point fondamental, et puis de les intercomparer. Alors ici, par exemple, sur un axe coût global et puis un axe émission de CO2, et on permet de voir, de dégager des solutions qui seraient les plus pertinentes pour notre projet. Donc voilà, j'essaie de respecter voilà, mon horaire, mais voilà, pour vous donner une image, pour illustrer un peu ce qu'on avait vu avant. Voilà. Je pense que ça va faire réagir et me poser des questions complémentaires, effectivement. Bah écoutez, merci à tous. Avant de passer la parole à la salle, peut-être quelques questions transverses à nos trois orateurs de ce soir. Alors, une première question peut-être, on a parlé de la France, de quelques cas très concrets en région parisienne et puis en province. Alors on l'a peut-être pas dit, mais bon, recensé de manière officielle, on parle quand même de plusieurs centaines aujourd'hui d'écoquartiers qui revendiquent un label voilà, plus ou moins précis. Il ne se passe pas une semaine sans qu'effectivement des nouvelles annonces soient faites. Alors la France dans ce concert des projets, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on pourrait donner un petit temps de grandeur par rapport à nos voisins? Est-ce que finalement cette mode entre guillemets des écoquartiers, c'est aussi une mode qu'on observe? Et puis donc voilà, si oui, comment se situe la France parmi ce développement? Oui, alors moi je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres sur les écoquartiers au sens label, ça revient au ministère, mais moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre portefeuille, le nombre de projets aujourd'hui d'aménagement sur lequel on a ce type de démarche, c'est entre 100 et 150 projets actifs. Et c'est pas uniquement les grandes villes, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que le Grand Paris, il n'y a pas que Confluence, il n'y a pas que Euromède, voilà. Toutes les villes, même y compris les villes moyennes, aujourd'hui, quand un projet d'aménagement sort, la question des exigences environnementales arrive dès le début du projet, et c'est bien, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc à peu près 100-150 projets, et à chaque fois, et ça c'est très important, les solutions énergétiques, elles sont personnalisées à la zone climatique, au contexte urbain du projet. Voilà, ça c'est important. Donc je pourrais donc pas vous dire quelles sont les répartitions de typologie de projets, de solutions énergétiques, puisque systématiquement à chaque fois c'est du sur-mesure. Donc ça c'est vraiment la grosse tendance. Après sur l'international, ou alors je réponds après sur l'international. Non, sur l'international. Alors
C'est vrai que EDF est une entreprise plutôt franco-française et maintenant G4, hein, avec France, Italie, Belgique et puis Royaume-Uni. On essaye de se projeter en France. C'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que d'abord chaque pays a ses habitudes constructives, a ses propres règles techniques, ses sociétés d'ingénierie. Et vous savez que historiquement les sociétés d'ingénierie anglo-saxonnes sont beaucoup plus présente que l'ingénierie française, notamment quand on va au Moyen-Orient. Ceci dit, on a de plus en plus de succès, notamment dans les phases amont. C'est-à-dire qu'on commence à être largement sollicité sur les phases de préfiguration. Alors j'ai plusieurs exemples. Singapour, on a développé, elle est visible aujourd'hui aux Electric Day pour ceux d'entre vous qui ont pu y aller ou qui veulent y aller demain. Là, on fait de la modélisation 3D complète, et on le fait aussi d'ailleurs sur Lyon. On a signé récemment un contrat sur Moscou aussi, hein, pour faire de la préfiguration énergétique. Et en Chine aussi, et notamment, on a signé il y a quelques mois un contrat pour la mise en œuvre sur une ville qui sort de terre, hein, pour la mise en place de tout un système énergétique complet. Voilà, donc on a été sollicité aussi au Moyen-Orient, au Maroc aussi, pour faire notamment de la préfiguration énergétique et du travail notamment sur l'éclairage. Donc l'ingénierie française et le savoir-faire commencent aussi quand même à diffuser. Je pense qu'aujourd'hui en France, on a quand même de très belles vitrines, et surtout comme on a un climat très varié, hein, de Nice à Lille, on est en capacité de montrer une très grande diversité de solutions, et ça c'est quand même un atout. Oui, alors les centres de recherche sont forcément beaucoup en lien avec l'international, puisqu'on collabore dans de nombreux projets européens par exemple, mais aussi dans l'Agence internationale de l'énergie. Mon expérience, c'est qu'il y a eu un très grand retard sur les aspects énergétiques, et l'association HQE par exemple n'a pas été motrice dans ses prises en compte des aspects énergétiques. Il est en train de se rattraper parce que les changements climatiques que l'on constate poussent quand même les décideurs à se responsabiliser. Malgré tout, il y a un très grand retard sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. Alors, il y a aussi des aspects culturels, c'est-à-dire que les Français sont quand même culturellement moins techniciens que nos voisins allemands, ou anglais ou néerlandais. Quand on parle d'écoquartier, souvent ce qui plaît, c'est la végétalisation, c'est l'agriculture urbaine. Mais tout ce qui est technique, capteurs solaires, etc., on dit oh là là, c'est les années 70. Donc il y a culturellement encore un retard et une différence peut-être qu'il faut essayer peut-être de combler. Oui, effectivement. Alors, je vais revenir à un point effectivement sur l'humain, la place de l'humain, parce que Madame Boutet en particulier, vous en avez beaucoup parlé. Je pense que si on fait la comparaison avec l'urbanisation qui a eu lieu au milieu du XXe siècle, à l'époque, on pensait là aussi qu'on avait trouvé la martingale sur la façon de vivre ensemble, de travailler avec des grands ensembles, etc. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'on a appris de ces époques et qu'on n'est pas en train de construire les ghettos du futur? Et vous avez parlé donc effectivement de la place de l'humain, du mieux vivre ensemble. Voilà, comment on peut mettre en place des méthodes qui font que demain le citoyen, l'usager, l'habitant va se plaire et quand on parle au pluriel aussi, la cohabitation va se passer de manière vertueuse. Alors effectivement, il y a un risque, c'est que quand on parle d'écoquartier, il ne faut pas s'arrêter à la conception verte, très bobo, très sympa, etc., qui peut aussi faire l'effet de mode. Et c'est pour ça que nous avons bien conscience au niveau des communes qu'il faut d'abord savoir où nous voulons aller, vers quelle priorité et quel mixte justement de tous ces critères importants que nous allons vouloir porter, et très vite avoir un dialogue à la fois pédagogique et d'écoute avec la population, parce que chacun a son idée. Et aujourd'hui, nous avons sur notre ville beaucoup de sachants qui nous reprochent de ne pas avoir mis suffisamment de panneaux photovoltaïques dans notre écoquartier, ou de n'avoir pas réfléchi sur la mode des toilettes sèches. Voilà, donc je vous donne deux écarts de compétences, d'exigences qui nous interpellent pour bien dialoguer, bien commencer. Et nous avons commencé notre présentation et notre recherche sur l'écoquartier
par des ateliers, des séminaires, de la pédagogie, pour mettre un peu tout le monde au même niveau et pour aller chercher des personnes qui avaient une connaissance réelle. Voilà. Il y a des recherches de comment rendre la qualité meilleure en ayant des bâtiments à double exposition. C'est l'exposition de la lumière, c'est l'isolation, mais c'est aussi la ventilation. Et tout à l'heure, vous donniez des exemples d'une meilleure isolation, d'une meilleure compacité d'un bâtiment fermé, sans pouvoir mettre des terrasses et autres. C'est pas notre choix, mais il faut trouver le juste milieu, justement. Et à chaque fois, je crois que ce qui a changé, c'est que la conception n'est plus confiée qu'à des architectes. C'est bien un pool de compétences d'informaticiens, d'ingénieurs en énergie, en éclairement, en autres compétences qui sont aujourd'hui à la base de nos réflexions et de notre préparation dans ce grand projet. Peut-être Jean-Noël ? Ah oui, le caractère pluridisciplinaire, il est essentiel, dès le début. Non, moi, je voudrais juste apporter un témoignage. On a un affectant qui s'appelle l'Atelier Énergie et Territoire. Il y a 2 ans et demi, on a travaillé sur ces questions d'aménagement et d'écoquartier. Et dans le comité scientifique, on avait une sociologue qui nous disait, mais vous savez, une solution thalassothermique, ça fait du sens à Marseille. Une chaufferie bois, ça fait du sens à Besançon. Voilà. Et donc ça aussi, sur les questions énergie, penser à l'identité régionale et au type de solutions qui font sens, c'est aussi une dimension à prendre en compte. Après, je voudrais revenir sur la question des écoquartiers, finalement, des risques de micro-ségrégation qui peuvent exister. C'est pour ça que les questions de mobilité, mobilité douce, éviter les fractures urbaines, mais ça c'est le métier des urbanistes, c'est extrêmement important. Et s'il y a des solidarités énergétiques qui sont mises en place, communiquer très tôt sur les bénéfices de ces solidarités énergétiques pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Pour ceux qui sont au sein des écoquartiers, et puis pour le reste de la cité qui pourrait ne pas comprendre qu'il y a eu un certain nombre de subventions publiques qui étaient allouées à un écoquartier et pas à la rénovation de tel ou tel équipement public. Alors vous avez souligné le sujet de la gouvernance, du travail en filière, le fait qu'il y ait du partenariat nécessaire, partenariat aussi public et privé. Madame Boutet, vous avez indiqué qu'il y avait un choix délibéré de la part de la municipalité de prendre le lead en fait, et de prendre la main pour cadrer et puis après on peut s'appuyer sur un certain nombre de partenaires. Je serais intéressé d'avoir aussi vos points de vue sur ce retour d'expérience, si c'était à refaire, et puis aujourd'hui les bons acteurs et en quoi ça modifie un peu les lignes habituelles finalement de la part de tous les acteurs qui cohabitent habituellement sur ces opérations. Alors effectivement, nous avons visité un certain nombre d'écoquartiers, regardé comment leur structure juridique et l'organisation de départ était constituée, soit par des particuliers, enfin des sociétés privées, des aménageurs privés. Nous avons un maire et nous avons eu des maires successifs qui ont eu beaucoup d'emprise et de connaissances et d'ambition pour leur ville, et donc ce n'était pas envisageable. Donc si c'était à refaire, bien évidemment nous ferions pareil. Nous avons créé une ZAC dans laquelle nous avons doté une société d'économie mixte, une SEM qui est devenue une SPLA, mais qui aujourd'hui devient une SPL pour lui donner d'autres compétences que simplement l'aménagement, et qui est en partenariat très étroit avec la ville, et maintenant aussi à l'échelle de notre territoire, le POLD, qui est notre bras armé pour constituer la réalisation de ces 17 hectares dans toute la conception, l'aménagement et le contrôle, bien évidemment. Donc ça nous incite à avoir un partenariat de gouvernance avec eux, sous la conduite de Monsieur le maire, et ça nous oblige effectivement d'être très impliqués dans un partenariat avec eux, avec nos services techniques, qui ont une connaissance de notre territoire, qui ont une expertise, et puis vous voyez, les élus, nous devons d'être particulièrement investis pour garder l'orientation qu'on a voulu avoir et mettre. Voilà. Je pense que le regard de l'énergéticien aussi est intéressant. On a bien vu que les services proposés aujourd'hui dépassent largement le rôle de la fourniture d'électrons ou de molécules. Oui, c'est vrai que les responsabilités contractuelles, il faut les poser très tôt, notamment pour s'assurer de la pérennité des contrats de maintenance. Et que très tôt soit très clair à qui reviendra la charge des mises à neuf, de la maintenance et de l'entretien d'un certain nombre d'équipements. Rétrocession de voies privées à une collectivité, moi je l'ai vécu, je le vis aujourd'hui personnellement sur ma propre résidence, c'est la croix et la bannière.
Et quand il s'agit de rétrocéder des équipements, ça devient très compliqué. Donc il faut que tout ça soit très clair pour pas derrière générer des désillusions. Surtout, en effet, puisqu'aujourd'hui, le panel des services qui est proposé est beaucoup plus large que ce qu'on a pu connaître dans des résidences qui ont été bâties dans les années 90. Donc très important, ça, en effet. Très bien. Écoutez, je vais passer maintenant la parole à la salle. Je pense qu'il y a de nombreuses questions sur tous les axes qu'on a entendus ce soir. Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'ai apprécié effectivement... Peut-être juste se présenter en un mot sur... Jacques Miery, je suis consultant et j'ai un long passé dans Smart Energy, dans un grand groupe de taille internationale. Moi, je voulais revenir sur l'aspect systémique. En fait, on a parlé à juste titre en fait, de la dimension énergétique, parce que, bon, étant donné le tropisme énergétique assez important du groupe, mais dans la partie systémique, on a regardé effectivement ce qui touchait aussi à l'utilisation des déchets, enfin la réutilisation, l'évitement, on va dire, des déchets notamment. Il y a une dimension qu'on n'a pas véritablement évoquée, c'est celle de la densité de la zone. Et je voulais savoir s'il y avait eu effectivement des études qui permettaient de penser la densité optimale, s'il y avait des modèles en fonction de l'environnement existant à chaque fois, pour pouvoir éviter d'avoir à gérer à plat des flux trop importants, que ce soit en termes logistiques, en termes de déplacement de population, et tout en préservant, on va dire, un cadre de vie je dirais, acceptable. Et, je pense notamment effectivement à tous les erreurs qui ont pu être commises par le passé dans l'aménagement de certaines villes que vous mentionniez, et aussi au fait que il y avait comme ça, c'était à peu près il y a un an et demi, une comparaison de différents types d'urbanisme à travers les âges qui montrait que finalement la solution haussmannienne était une solution assez élégante en ce qui concerne la densification d'une zone tout en préservant une capacité de mobilité importante. Oui, alors effectivement, on peut comparer, par exemple, en analyse de cycle de vie, différentes densités. La densité a un impact sur certaines infrastructures, comme les transports, par exemple. Si on n'a pas assez de densité, les transports en commun, c'est pas parce qu'on est une ligne de bus que ça va améliorer l'impact, parce que s'il y a un bus toutes les heures et qu'il n'est pas très rempli, à la limite, ça peut être plus polluant que les voitures si le bus fonctionne à vide, bien évidemment. Et aussi, c'est le cas du chauffage urbain. Il faut une certaine densité pour rentabiliser un dispositif de réseau de chaleur. Donc, c'est bien une optimisation technico-économique. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois à trouver un optimum en termes de coûts et en termes d'impact environnementaux. Et c'est bien cette double fonction de coût qu'il faut évaluer pour étudier un aménagement. Et il y a une autre dimension, c'est effectivement l'aspect sociologique, c'est-à-dire que le fait d'habiter des zones plus ou moins agréables, plus ou moins denses, va jouer sur les besoins de transport pour s'évader très loin de ces lieux, par exemple. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on commence à étudier avec des sociologues. On a collaboré en particulier dans le cadre de la chaire éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures, qui est financée par Vinci, avec 3 écoles, donc l'école des ponts sur les aspects de transport et d'usage du sol, AgroParisTech sur les aspects d'agriculture urbaine et de biodiversité, et puis nous sur les aspects bâtiments et énergie, et des sociologues qui ont regardé comment modéliser les occupants. Et on s'est rendu compte que la performance d'un bâtiment ou d'un quartier dépend autant de la conception que du comportement des habitants. Est-ce que je me chauffe à 20 degrés ou à 23? Est-ce que je consomme plus ou moins d'eau chaude? Tout ça a autant d'importance que le fait de faire RT moins 20% ou moins 50%. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont complexes parce qu'effectivement c'est interdisciplinaire, systémique, et c'est pour ça que c'est difficile de dire il y a un optimum qu'on peut démontrer scientifiquement aujourd'hui et que la densité optimale c'est tant, parce que ça dépend aussi de la région, du contexte, et chaque projet est un peu particulier. Oui, vous me permettrez de rajouter l'œil d'un élu, parce que la densité, elle est avant tout aussi celle que peut accepter la population et nos habitants. Et puis, l'orientation que veut donner Monsieur le maire à sa ville. Et nous, sur notre ville, c'est pour ça que je me suis permis de présenter les ratios entre le
pourcentage d'espace vert, un tiers d'espace vert, un tiers de pavillonnaire et un tiers de bâtiments collectifs. Nous ne voulons pas perdre cette identité, bien que nous ayons accepté, et avec bien évidemment force d'ambition, la gare du Grand Paris du métro de la ligne 15. Ce qui nous amène à une augmentation de création de logements qui nous pousse pratiquement à tripler le nombre de productions de logements que nous avions jusqu'à présent sur ces dernières années. Mais nous avons la chance de pouvoir répartir sur différents quartiers de la ville et nous avons pu jusqu'à présent réaliser cette augmentation de création de logements sur à peu près 70% d'anciens bâtiments que nous avons démolis et reconstruits, que ce soit des anciens bâtiments obsolètes, de bureaux, ou des quartiers un petit peu hétéroclites et souvent en mauvaises conditions. Donc, et puis aujourd'hui, l'écoquartier qui nous apportera, nous aurons 2200 logements. Donc c'est vrai que sur un rythme de 10 ans, ça donne un rythme tout à fait acceptable. Mais nous avons une contestation très très forte de la population qui nous dit, eh bien écoutez, si c'est pour payer tout ça, si ça nous coûte aussi cher en qualité de vie, en perte de qualité de vie, pourquoi avoir fait venir la gare du Grand Paris? Or, la ville de Rueil est très étendue, notre gare de RER est très excentrée, elle ne génère aucun avantage majoritairement rueillois, puisqu'elle est au pont de Chatou, et nous ne pouvons pas conduire le projet d'avenir sans accepter d'avoir des transports lourds comme le métro de la ligne 15. Donc c'est un équilibre à trouver, et c'est pour ça que les 30% d'espace vert qui s'inscrivent dans notre ADN, dans la continuité de notre ville, sont importantes, et nous aurons un taux d'occupation ratio logement par rapport aux espaces verts relativement faible par rapport à d'autres écoquartiers qui se font en région parisienne. Oui, Jean-Pierre Ouellette, association Équilibre des énergies, ou EDEN. Alors c'est une question encore pour Madame Bouteille, mais qui fait le lien avec ce qu'a dit Monsieur Guillot. Bon, vous avez un projet tout à fait remarquable qui, je crois, sera remarquablement exemplaire à côté de Paris. Ça sera, vous n'avez pas fini de faire des conférences sur le sujet. Il y a quand même un point que vous n'avez pas évoqué et qui a été évoqué par M. Guillaume, c'est le problème de la mobilité propre, de la mobilité électrique. Hein. Parce que, bon, ça semble démarrer maintenant, la mobilité électrique, on le voit au salon de l'auto, etc. Donc ça suppose que l'on puisse recharger, etc. Donc quelles sont les dispositions que vous avez prises concrètement pour, dans cet écoquartier, faire en sorte que les habitants puissent se recharger chez eux? Est-ce qu'il y a des obligations d'installer des bornes de recharge? Et quelle est votre politique en matière de bornes de recharge publiques? Est-ce que les lampadaires vont être dotés, comme à La Roche-sur-Yon, de compteurs permettant de surcharger? Ou est-ce qu'il y aura des emplacements où on pourra faire de la recharge rapide? Bref, comment ça se présente? Alors, nous combattons une réglementation qui n'existe pas encore vraiment sur les habitats. Les pompiers nous obligent d'avoir des règles dans les parkings en sous-sol de zones étanches dès lors qu'on a 10 prises de recharge. Donc on va démultiplier le nombre de zones étanches, ce qui est impossible. Donc sur ces obligations par rapport au logement, nous avons déjà demandé que le prééquipement soit à tous les niveaux des parkings et avec un minimum de X bornes de recharge que nous souhaiterions voir mutualiser. Et c'est pour ça que nous regardons avec intérêt l'évolution des propositions sur le marché des bornes de recharge électrique, de façon à ce que la facturation puisse se faire véritablement à la personne, puisque le problème de la copropriété est bien de dire mais qui payera, et c'est pas la copropriété qui va payer pour les autres. Donc vous voyez qu'on a des obstacles à lever sur ne serait-ce que des normes et l'organisation spatiale et sécuritaire des ambitions. Deuxième point, nous sommes en train de régler l'après-Autolib. Sur la ville de Rueil, nous avions 20 stations avec en moyenne 8 à 10 postes donc, de bornes de recharge électrique qui sont d'une ancienne génération, qui ont une proposition de charge de 3 kVA. Et aujourd'hui, nous savons que ce qu'il nous faudrait, c'est à minimum 7, voire 22 pour les taxis, voire etc. Et nous regardons à l'échelle de cet écoquartier, mais sur toute la ville, comment nous allons transformer ces bornes. Quel investissement? D'abord, quel solde devrons-nous payer à Autolib? Quel investissement devrons-nous faire pour récupérer ou pas leurs data? Et deuxièmement,
en dernier point, comment rééquiper ces stations qui ont déjà une production, je crois, de 32 kVA sur les stations. Donc, quelle va être la répartition entre du 22 ou du 7, etc. Et nous n'allons pas en mettre partout. Et le travail que nous avions fait justement en amont de l'organisation de notre écoquartier est de se rapprocher d'EDF pour regarder quelle était la puissance de ce quartier et comment nous allons pouvoir réutiliser, soit d'y mettre du data, et un data center nous a été déconseillé parce que c'est une source de consommation importante. Nous aurons donc un data center uniquement dans le complexe sportif pour produire de l'énergie et récupérer l'énergie pour chauffer l'eau de la piscine. Et vous voyez que c'est une étude à l'échelle du territoire que nous sommes en train de mener pour à la fois récupérer les bonnes puissances dans les bons quartiers par rapport aux besoins. Là où il y a des stations de taxi, les besoins en borne ne seront pas les mêmes que vers les habitations. Là où c'est de l'équipement public mis à disposition, ce ne sera pas les mêmes nécessités. Et puis, comment, avec certaines intelligences que nous mettrons en route, en place, nous pourrons avoir des systèmes de délestage. Quand nous aurons connaissance dans un certain quartier d'une nécessité de puissance excessive suite à des événements que nous aurions, eh bien, grâce à ces logiciels de ville intelligente, nous pourrions fermer des stations de recharge ou fermer ou réduire des éclairages publics pour justement donner toute la puissance. Voilà. Voilà, ce sont ça que nous avons dans la réflexion du moment. Nous y travaillons parce que tout n'est pas facile à faire en une seule fois, mais nous avons cette ambition de répartir correctement la mobilité électrique sur lequel, encore ce matin, justement aux Electric Days d'EDF, j'ai vu beaucoup d'intérêt dans des concepts nouveaux, dans des logiciels nouveaux, et nous allons nous doter bien sûr d'un Smart Grid, d'un Smart City, et c'est une révolution pour notre équipe de fonctionnaires. Là aussi, si vous me permettez, je voudrais dire que nous ne pouvons pas faire ça tout seul, que nous recherchons des partenariats avec les écoles d'ingénieurs et que nous avons lancé un partenariat de pédagogique et d'échange avec notamment le CESI, qui est une école d'ingénieurs à Nanterre, qui nous a permis de former à la fois nos collaborateurs, mais aussi de nous mettre dans cet esprit de numérique, de répartition et de nouvelles technologies. Oui, disons que la mobilité électrique, alors dans un pays comme la Norvège, c'est très bien, il y a 98% d'électricité renouvelable, donc c'est parfait. En France, il faut effectivement, c'est plus raisonnable de faire par degré et de mettre en phase cette mobilité électrique avec le développement des énergies renouvelables. Oui, moi je voudrais poser une question à Madame Bouteille. Je voulais juste apporter un petit complément rapide sur deux points. Le premier, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a quand même une diversité de solutions de recharge qui permettent de traiter, je dirais, tous les cas de stationnement. Hein, parce que jusqu'à il y a quelques années, vous vous gariez pour vous recharger. Maintenant, vous allez vous recharger parce que vous vous garez. Et donc, il y a une forte dépendance entre le temps de stationnement probable et la puissance de recharge que vous allez solliciter. Hein, et donc, tout ça, ça nécessite en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, une analyse assez approfondie de ce qu'on appelle chez nous des schémas directeurs de transport et des schémas directeurs d'implantation de bornes de recharge, et notamment avec le réseau. Le deuxième point que je voulais souligner, il faut quand même mettre des chiffres derrière les grandes idées. 1,5 million de véhicules électriques en circulation, ça représente 5 TWh, c'est 1% de la production, de la consommation française d'électricité. Donc on voit que c'est quand même complètement epsilonesque dans la consommation. Donc ça, il faut bien avoir ces ordres de grandeur en tête. Après, il y a la question de la gestion de la puissance. Aujourd'hui, un véhicule électrique en moyenne, si vous le rechargez une dizaine d'heures et que vous faites comme la majorité des Français 12 à 15 km par jour, ça ne va pas consommer plus qu'un lave-vaisselle. Jamais personne s'est inquiété des pics de charge liés au lave-vaisselle ou aux machines à laver le soir à 19h. Bon. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que à la fois par l'effet du foisonnement et par l'effet du smart charging qui se met en place aujourd'hui systématiquement sur toutes les bornes de recharge, la gestion de la puissance va se faire tranquillement. Et ensuite, en effet, je suis d'accord, la transformation d'énergie fossile en énergie électrique, ça tombe bien, elle est concomitante au développement notamment du photovoltaïque. Et notamment en habitat diffus, où vous avez énormément de transport pendulaire, il n'y a rien de plus
sain que d'avoir des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur et un véhicule électrique associé, puisque vous avez une synchronicité complète entre cette production photovoltaïque, vos besoins d'eau chaude, vos besoins de rafraîchissement, vos besoins de chauffage, et surtout votre besoin de recharger. Quand vous faites le mix de tout ça, vous mettez ça sur des courbes de charge avec un peu de pilotage, bah vous arrivez finalement à quelque chose de parfaitement intelligent, de smart. Alors bien sûr, il y aura toujours un peu de complément réseau, mais ça, il faut bien sécuriser les approvisionnements. Oui, je vais juste revenir sur ce dont vous avez parlé. Je suis quand même assez étonné que vous ne parlez absolument jamais de solaire thermique. Or, c'est quand même la meilleure façon de faire de l'eau chaude. Bon, c'est pas du tout développé en France, ou quasiment pas. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu dommage. Bon, voilà. Et faire de l'eau chaude avec du photovoltaïque, c'est pas vraiment la meilleure solution. Évidemment, ça se fait. Bon, mais j'ai vu dans votre écoquartier, apparemment, il n'y a pas du tout de panneaux photovoltaïques. Pas pour l'instant. Non, mais non, alors, attendez, pas pour l'instant, c'est-à-dire libre à chaque promoteur de rajouter ou des panneaux solaires, en plus du réseau que nous leur offrons, ou du panneau photovoltaïque, ou tout autre ajout, pour soit l'usage des occupants de ce bâtiment, soit pour remettre dans notre réseau de chauffage. Donc, il n'y a aucune interdiction. D'accord, mais enfin, il n'y a pas d'obligation de mettre... Alors, j'étais assez étonné... L'investissement du réseau de chauffage, surtout si nous partons vers la géothermie profonde, nous empêche de réinvestir sur d'autres process. Voilà, donc si vous voulez, nous, publics, on ne fera pas d'autres investissements. Par contre, le privé peut tout à fait améliorer et obtenir une énergie renouvelable supérieure grâce à d'autres... Oui, alors, je suis un peu étonné parce que là où vous êtes à Rueil, je ne suis pas sûr que vous ayez une nappe profonde. Mais le Doguerre, il va peut-être pas jusqu'à chez vous. Hein. Si, nous avons le Doguerre. Ah, voilà. Vous avez le Doguerre. Non, nous avons le Doguerre. J'ai pas la carte en tête. Alors nous avons déjà le Doguerre, ça c'est sûr. Nous avons déjà beaucoup d'expérience en géothermie superficielle. Malheureusement, nos tests ne nous ont pas permis de le produire à cet endroit-là. Non, mais si vous êtes arrêté à 70 mètres, c'est sûr. Alors que la géothermie de minime importance va maintenant jusqu'à 200 mètres. C'est exact. Et les résultats sont quand même un petit peu différents. Ah bon, oui, là nous étions même pas à 1% des besoins. Oui, non, mais à 70 mètres, voilà, vous ne pas. Oui. On était jusqu'à 100 mètres, ouais. 150 mètres. Donc, voilà. Enfin, nous avons le Doguerre et les études qui sont en cours. Si vous avez le Doguerre, tant mieux pour vous, quoi. Hein, malgré l'investissement. D'accord. Peut-être juste pour compléter sur votre propos. Oui, en effet, j'ai parlé de PV et d'eau chaude, parce qu'aujourd'hui se développent les pompes à chaleur triple usage. Voilà, bon, donc, après, sur le solaire thermique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un certain nombre d'opérateurs qui voient le fonctionnement du solaire thermique dans la durée, notamment sur les bailleurs sociaux. Il y a quand même des questions de fiabilité et de contrats d'entretien dans la durée. Voilà, donc, bon, mais toutes les technologies évoluent, et nous, honnêtement, dans les approches qu'on fait, la présentation de Nicolas l'a montré, il n'y a pas de dogmatisme, et on regarde en fonction des configurations le type de solution qu'on peut porter. On va prendre une dernière question, et puis je pense qu'après on se retrouvera pour un petit temps de convivialité sur lequel on pourra éventuellement approfondir les échanges avec nos invités de ce soir. Merci. J'aurais une question pour Madame Bouteille sur le contexte local, mais aussi aux autres intervenants pour le contexte global. Donc, on a une urgence en termes de rénovation des bâtiments en France sur tout le territoire. J'ai l'exemple de la ville du Pec, un peu plus à l'ouest que Rueil, où autant ils font des très belles choses socialement, autant le climat, l'environnement, ça a l'air de leur passer au-dessus de la tête. Je me demandais quelles étaient d'abord les incitations qui vous avaient encouragé à entamer ce grand et beau projet. Et de l'autre, vous semblez maîtriser très bien le sujet. Comment, en tant qu'élu, vous avez pu acquérir ces compétences? Alors, je dirais quelles ont été nos motivations. Nos motivations, ça a été très tôt, je pense, d'avoir des élus responsables
qui, ayant une proximité avec des responsabilités au plus haut niveau de l'État, ont pris conscience des enjeux environnementaux et de la nécessité d'agir. Quand je suis arrivé élu en 2008, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà bientôt 10 ans effectivement, je me suis rendu compte que on avait une force vive avec du patrimoine tertiaire qui commençait à partir. Et là, il a fallu savoir pourquoi des sociétés quittaient notre ville, qui au demeurant est quand même sympathique à vivre, et on s'est très vite rendu compte que les grands groupes internationaux avaient ces ambitions environnementales et qu'il fallait régénérer un patrimoine tertiaire qui était de l'âge de 1995-2000. Donc vous voyez, 2008, les derniers bâtiments qui avaient été livrés en 2008 n'étaient pas mieux que ceux qui avaient été livrés en 1990. Donc très très vite, on a pris conscience qu'il fallait que l'on ait un objectif environnemental déjà porté par les entreprises du tertiaire qui sont plus faciles à mobiliser. Parce que les investissements ne sont pas tout à fait portés par des collectivités, des copropriétés privées. Donc là, nous sommes aujourd'hui pratiquement à 60% de renouvellement de notre patrimoine tertiaire. Donc vous voyez que ce sont des ambitions qui ont été portées, mais qui ont trouvé matière très très vite, parce qu'il y avait des sanctions derrière. C'est que si on perdait des entreprises, à l'époque, la taxe des contributions d'entreprise représentait quand même une importance pour nous tous. Ensuite, eh bien, je crois qu'il y a une maturité dans la population qui s'est faite petit à petit avec la volonté de la ville de porter un agenda 21. On a été parmi les premières villes à créer cet agenda 21. Ça a entraîné un certain nombre de correspondants de développement durable et qui ont pu porter un certain nombre de préoccupations qui au début étaient peut-être un petit peu moins écoutées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est important. Alors pour revenir à une question plus personnelle, je viens du monde de l'industrie, j'ai eu un père qui était dans l'industrie, ça nous a donné quand même les pieds sur terre, envie de connaître et de comprendre ce de quoi on parlait, pas forcément dans tous les domaines, et très vite, eh bien, si vous voulez, la curiosité que vous pouvez développer vous amène à vouloir approfondir des sujets quand vous devez les posséder. Une élue ou un élu aujourd'hui, depuis déjà quelques années, en tous les cas moi c'était mon engagement, ne devait pas être simplement de la bonne parole et des situations de confort ou publiques. Donc je mène des projets quand je les comprends, quand je peux les porter et quand je peux avoir des ambitions. Donc ces réunions, ces échanges, des correspondances avec d'autres villes qui ont eu des écoquartiers ou des professionnels qui peuvent nous apporter un enrichissement, c'est ce qui nous fait la qualité dans laquelle on peut s'inscrire et l'amélioration qu'on peut avoir. Voilà, c'est pour ça que cet écoquartier a un certain nombre de critères, un certain nombre de définitions qui sont pour certains vers tel axe, vers tel autre. Et quand tout à l'heure, Madame Drevel me posait la question « Qu'est-ce qu'un écoquartier ?» insister un peu plus sur ce qui fait le sens d'un écoquartier, c'est finalement tous ces critères que l'on ajoute, que l'on choisit, qui s'adaptent en fonction des régions, parce qu'il n'y a pas la liste des choses qu'il faut faire ou pas faire, et qui s'adaptent en fonction de la population et de nos moyens. Parce que cet écoquartier, il a un bilan. Il a un bilan économique, à travers la ZAC, qui est d'environ 280 millions d'euros, et plus les équipements publics que la ville va mettre. Eh bien, au-delà de ce bilan, il faut bien qu'on puisse trouver les recettes à pourvoir. Et moi, si demain on avait pu conseiller de mettre la collecte de pneumatiques enterrées, on l'aurait fait. Mais l'écart de delta du prix à la tonne est tel qu'on ne peut pas se permettre de tout se payer. Donc voilà. Donc il faut avoir une information qui vient des autres, une connaissance d'un certain nombre de choses pour pouvoir arbitrer et emporter derrière nous la population. Je pense que c'est sur ces mots d'une élue qu'on va terminer cette soirée. Il me reste à vous remercier très sincèrement parce que je pense que les débats ont été très denses et très complémentaires. Merci Mme Bouteille, M. Guillot et M. Pauportier. Et puis bonne fin de soirée à tous. Merci. Et alors,